Eh bien, chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour ce petit déjeuner Observatoire FIC, toujours à distance, malheureusement, et je pense que ce ne sont pas les annonces d'hier soir qui nous laissent penser que nous nous retrouverons in vivo, comme on dit, rapidement. Mais il n'empêche que ces rencontres sont toujours aussi riches, et je remercie bien sûr toute l'équipe FIC qui la prépare, cette rencontre, ce webinaire, cet observatoire FIC, avec toujours beaucoup d'attention et toujours d'intérêt par rapport à l'actualité. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème particulièrement intéressant parce que ça fait l'objet de discussions, de réflexions que nous avons eues avec l'équipe FIC quant à la notion de cybersécurité. Quand nous avons relancé le FIC avec le mot cybersécurité, nous pensions aux entreprises qui offraient des solutions de sécurité à des entreprises qui les recevaient, qui les intégraient. Et progressivement, on s'est dit, mais en fait, est-ce que aujourd'hui, le fait de se présenter comme une entreprise cybersécure qui offre des produits ou des solutions, des services sécurisés, n'est pas un avantage concurrentiel et tout de même une manière de communiquer, de montrer qu'on est meilleur peut-être que d'autres partenaires ou d'autres concurrents, tout simplement parce qu'on est conforme par exemple au RGPD, conforme aux règles de sécurité qui vont de plus en plus s'imposer quand nous aurons par exemple un développement massif des objets connectés, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça sera encore plus important demain, avec l'arrivée de la 5G, avec les villes, les espaces connectés, les espaces intelligents. Finalement, est-ce que je ne serai pas, moi, entreprise plus forte sur le marché parce que j'ai su intégrer des éléments de cybersécurité et dire aux gens finalement vous en rêviez, je l'ai fait, n'ayez pas peur, voici un produit parfaitement conforme à la réglementation, conforme aussi à ce que vous attendez, ce que vous exigez. Alors voilà, aujourd'hui nous allons en parler avec plusieurs spécialistes que je vais laisser à Cyril Bélanger le soin de présenter. Et je remercie donc Cyril Bélanger qui va animer cette table ronde aujourd'hui avec trois intervenants particulièrement qualifiés pour parler de tout cela. Voilà, mes chers amis, eh bien, à vous la parole. Merci. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le fondateur du FIC, le général Watin-Augoard, qui faisait cette présentation, cette mise en bouche. Bon, on est, comme l'a dit le général, on est sur un sujet. Et avec nous, il y a Amélie Rive et Guillaume Tissier du FIC. Intervenant au bout du fil, il y a Christian Poyot du MEDEF, Stéphanie Ledoux, spécialiste en communication, et puis Pierre-Marie-Laure, RATP. Je vous présente plus précisément. Stéphanie, vous êtes fondatrice et présidente du cabinet de conseil en gestion de crise Alsiconi. Vous nous entendez? Tout à fait. Oui, oui, je vous entends très bien. Vous êtes au bout du monde, à travers la carte qu'on voit derrière vous? Oui, effectivement. Mais sinon, je suis juste à Saint-Malo, c'est beaucoup moins loin. Vous êtes en situation de crise, cyber crise au bout du monde. Christian Poyot, bonjour, vous êtes président de la commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF, cofondateur et président de Micropole. Bonjour, bonjour à tous. Pierre-Marie-Laure, bonjour, vous êtes responsable cybersécurité pour CISO du groupe RATP. C'est bien ça. Bonjour à toutes et à tous. Fort, qui était conseiller du président de la République, chargé de ses discours, qui est essayiste, qui était aussi, et il en parlera tout à l'heure, dans la campagne présidentielle de 2017 et qui est maintenant associé chez Avisa Partners. Bonjour à tous. Donc, merci. En quelques mots, on a échangé un petit peu pour essayer d'avoir le maximum de partage d'expertise sur ce sujet passionnant. Donc, est-ce que la cybersécurité est un atout en matière de communication corporate et de marketing ? Il y a plusieurs parties dans le volet. Tout d'abord, quel est votre tour de chauffe, quelle est votre analyse sur cette question? Est-ce que la cybersécurité est un atout en matière de communication corporate et de marketing? Bien évidemment, pour les groupes du CAC 40, il y a Christian Poyot qui est là, qui représente notamment le CAC, les ETI, les grandes PME en France. Pierre-Marie-Laure, vous représentez quand même une administration publique importante, très sensible sur ce sujet, la RATP, et Stéphanie Ledoux, vous avez une spécialisation transverse sur les aspects cyber risk. Quelle est votre analyse sur cette question? Est-ce que la cybersécurité est un atout en termes de com corporate et de marketing? Interviennent quand qui veut.
Honneur aux femmes. Allez, très bien. Effectivement, pour certaines entreprises et certains produits, il est évident que la cybersécurité est un atout concurrentiel. Si on pense par exemple à tout ce qui est IoT ou à des solutions qui sont sorties dernièrement comme Olvid, il est certain qu'on voit bien que la cybersécurité est clairement au cœur de l'argumentaire produit. Si on revient sur l'IoT, par exemple, si on pense à toutes les solutions de domotique, il devient, je pense, incontournable de pouvoir rassurer aussi les consommateurs et les utilisateurs sur la sécurité qui entoure le produit. Il y a eu quelques affaires un peu sulfureuses ou un peu piquantes ces derniers mois. Il y a eu notamment un gros hack à Singapour où il y a eu plus de 3 téraoctets de données compromises, enfin de vidéos faites justement par des caméras comme ça à domicile qui ont été leakées, qui se retrouvaient sur des sites pornographiques. Il est certain que si on ne vient pas rassurer les consommateurs sur ces aspects-là, petit à petit, sachant que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés sur ces sujets, on risque de perdre un peu en compétitivité. En revanche, de là à en faire pour d'autres entreprises un argument fort de la communication, ça me semble parfois un peu risqué si on n'est pas du tout dans des produits ou des entreprises qui proposent des solutions de ce type. C'est un peu, je pense parfois, se mettre dans la lumière ou donner le bâton pour se faire battre. Si on est une entreprise, je sais pas moi, une compagnie d'assurance ou ce que je sais, de venir marteler qu'on est très très bon en cybersécurité, ça peut peut-être venir tenter certaines personnes malveillantes. Voilà en quelques mots. Un atout et un risque, c'est à exploiter à bon escient. Christian Poignot, vous avez votre vision de fondateur et dirigeant d'entreprise, Micropole, et de la fonction direction transformation numérique au MEDEF. Alors, déjà, première chose, le MEDEF, c'est bien sûr les très grandes entreprises, mais c'est aussi les petites. La taille moyenne de l'adhérent du MEDEF, c'est 49 salariés. Donc, vous voyez, on a un spectre relativement large. Alors, je dirais sur la cybersécurité, donc la situation est évidemment différente entre une CAC 40 et une TPE ou une PME. La prise de conscience est là, je pense, pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. Maintenant, les moyens et les réponses qui sont apportées, évidemment, sont complètement différentes. Si vous parlez spécifiquement du sujet de la communication, là, je pense que par contre, tout le monde y va extrêmement prudemment. Et c'est différent du RGPD. Le RGPD, tout le monde est obligé de communiquer. De toute façon, il y a des règles énoncées. Enfin, tout le monde s'est connecté sur des sites, on voit bien ce qui se passe, etc. Et puis, c'est d'ailleurs même dans les rapports ou des choses comme ça qui sont obligatoires pour les grandes entreprises. Donc, elles sont obligées, elles se font fort de dire, bien sûr, nous protégeons vos données, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment à part. Sur la cybersécurité, je vais faire deux exemples sur les grandes et les petites, on va le faire de cette manière-là. Les grandes, encore une fois, ont bien compris le sujet, évidemment, elles sont équipées du mieux possible, parce que tout le monde est conscient qu'il n'y a pas de réponse idéale, mais elles conscientes justement que le bouclier parfait n'existe pas, elles ne se hasarderaient certainement pas à faire de leur outil de cybersécurité un outil de communication. Alors, elles ont préparé autant que faire se peut, les réponses en cas d'attaque, et elles sont parfaitement conscientes que de toute façon, elles sont attaquées. Voilà, c'est inéluctable, c'est cet après-midi, demain, dans un mois, mais ça arrivera. Donc, elles ont mis en place des cellules adaptées pour autant faire la partie, remédiation interne, etc. Et bien sûr, la com externe et aussi vis-à-vis de leurs collaborateurs avec les mesures à faire. Mais de là en faire une communication et un atout, elles s'en garderaient bien. Elles sont assez prudentes sur le sujet. C'est quand même quelque chose qui peut être à double tranchant. Comme ça a été dit à l'instant, ça peut faire... dire qu'on est cybersécurité, si 3 jours après on a eu une attaque, on passe quand même c'est un peu compliqué à gérer. Et puis ce sujet de cybersécurité est quand même... la RGPD, je pense que le public globalement a compris le sujet. Bon, c'est pas angoissant, moyennement, alors que la cybersécurité, amenée à faire une communication là-dessus, serait vraiment difficile. Si on prend le cas des petites entreprises ou des PME, des choses comme ça, elles sont bien loin de ce sujet. Aujourd'hui, elles cherchent déjà simplement à voir comment essayer de le traiter du mieux possible. La grande majorité, malheureusement, n'a pas encore pu mettre en place les outils pour gérer le problème le jour où il arrivera. Quant à communiquer à l'extérieur, elles sont malheureusement, d'ailleurs, elles sont pas en proactif et elles sont, à mon avis, très peu outillées également en comment faire le jour où ça se produit. Voilà, donc c'est un sujet indispensable, on va certainement creuser ce point-là. De là à le mettre en avant, je pense que c'est une autre paire de manches. Merci Christian. Pierre-Marie Laure, vous êtes responsable CISO de la cybersécurité du groupe RATP.
quelle est votre vision? Est-ce qu'on peut dire que même de façon nuancée, que la cybersécurité est un atout pour la communication corporate d'une entreprise ou bien évidemment d'une administration qui plus est, qui est sensible, le service public spécialisé dans la mobilité et les transports, qui est la RATP? Je partage ce qui a été dit déjà par Stéphanie et Christian. Nous, c'est vrai qu'à la RATP, on a une communication modérée, surtout qui s'efforce d'être vraiment cohérente avec la réalité. Il ne s'agit pas de gonfler les muscles, mais c'est une évidence. Je pense que la cybersécurité, c'est quelque chose qui s'appréhende de manière collective. Pour l'entreprise et pour moi-même, c'est une évidence. Donc, si ça se gère et si ça s'appréhende de manière collective, ça veut dire qu'on a besoin de communiquer vers l'extérieur, parce que déjà, de toute façon, on a des contraintes cybersécurité qui s'imposent à notre entreprise, mais également à nos clients. Donc, on doit les rassurer par rapport aux exigences qu'elles nous imposent et que nous avons nous-mêmes. Et puis, on doit communiquer également vers les collaborateurs, vers le top management dans l'entreprise. Donc, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et puis, il peut y avoir, effectivement, je pense qu'on va creuser ce point aussi, c'est la communication de crise, où de toute façon, même ne pas s'exprimer, ne pas communiquer est une stratégie en soi, pas forcément gagnante, on va le voir, mais de toute façon, on est forcément dans le domaine de la stratégie. D'autre part, je pense que, pour citer peut-être un poncif, mais Bruce Schneier qui disait que la cybersécurité, c'est pas un produit, c'est bien un process. Et donc, la cybersécurité, je pense, doit tout à fait s'inscrire dans la chaîne de valeur de l'entreprise, y compris dans son offre traditionnelle, même si cette offre-là n'est pas une offre de cybersécurité à proprement parler. Mais en tout cas, certainement que la cybersécurité doit s'inscrire dans la chaîne de valeur. Et puis, je dirais qu'en tant qu'entreprise et groupe public, avec des délégations de services publics, on a un rôle en tant que transporteur pour de digital trust. Et je pense qu'il peut y avoir aujourd'hui parfois une certaine défiance. Ça a été mentionné tout à l'heure par Stéphanie. Il peut y avoir une certaine défiance de certains usagers vis-à-vis de la tech en général. Et il faut que la tech soit désirable pour que notre offre soit désirable et acceptée et comprise. Et donc, du coup, on a, je pense, aussi ce rôle cette responsabilité sociétale de garantir la sécurité des données et pour permettre aussi que l'offre se déroule du mieux possible, mais à la fois, je veux dire, opérationnellement dans la vie de tous les jours, mais également sur le plan sociétal. Mais un dernier point, c'est qu'il ne s'agit pas, encore une fois, il faut que le discours soit cohérent, il ne s'agit pas de faire du cyberwashing, comme ce qui a pu être fait parfois par certaines organisations pour faire du greenwashing, par exemple. Ça, je ne suis pas expert en marketing, mais je pense que ça ne tient pas très longtemps. Et donc, il faut qu'il y ait une réelle cohérence et une humilité par rapport à ce discours. Ce qui voudrait dire, Pierre Marly, Stéphanie et Christian, pour les nombreux, parce qu'il y a plusieurs dizaines, on aura peut-être le chiffre tout à l'heure d'internautes qui nous écoutent, et merci pour eux, que finalement, une politique de cybersécurité efficace pourrait s'allier, se conjuguer à une communication plutôt discrète. Alors, oui, par rapport à ce qu'on se dit là, je pense qu'on est tous plutôt alignés sur ce sujet. Où on peut peut-être valoriser un peu plus la cyber, ça va être sur de la communication B2B. Là, on est dans une approche, dans ce qu'on se dit tous, très B2C, consommateur, etc. Je pense qu'effectivement, par contre, au niveau des relations avec d'autres entreprises, dans le cadre d'appels d'offres, par exemple, ou quand il s'agit justement de remporter un marché ou quoi, là, il me semble que la cybersécurité et pouvoir venir rassurer ou les actionnaires ou les parties prenantes sur ces sujets-là peuvent constituer un réel atout, je pense. Et là, on est au niveau grand public dans une communication bien plus discrète. L'idée, c'est effectivement pas forcément d'attirer la lumière à soi sur ces sujets. Mais en revanche, un peu comme on a vu il y a quelques années, justement, la nécessité d'avoir une politique RSE dans le cadre d'appels d'offres, justement, ou une charte éthique, etc., il me semble de plus en plus incontournable d'avoir une charte cybersécurité, ou en tout cas des engagements cybersécurité, pour venir rassurer sur ces sujets. Et, oui. Oui. Enfin, ce point, il n'est pas seulement nécessaire, il est indispensable que les appels d'offres on va dire des grands groupes aujourd'hui intègrent impérativement une connotation de cybersécurité, ce qu'on peut comprendre tout à fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon niveau, vous pouvez être rejeté d'un appel d'offres, alors qu'il soit public ou privé d'ailleurs. Alors, c'est un sujet tout à fait compréhensible de la part des grandes entreprises, déjà pour leur propre sécurité, déjà, ou sinon même parce qu'elles y sont
enfin contraintes, obligées, si elles sont OIV ou autre chose. Après, dans le cas des petites et moyennes entreprises, ben, ça crée aussi d'autres sujets et contraintes. C'est-à-dire que, encore une fois, je reprends mon cas de petite boîte, elle veut répondre à un appel d'offres pour une grande banque ou qui vous voulez, ou Total, ou que sais-je encore. Elle est aujourd'hui assez démunie sur ce point. Il n'y a pas de bonne réponse, parce qu'encore une fois, la grande entreprise est dans sa logique, et voilà, autant à titre d'entreprise que par les contraintes qui lui sont imposées dans un cadre national de sécurité, bien évidemment. Mais pour les PME, c'est très, très contraignant, et des fois, c'est aussi comme ça qu'elles prennent le sujet en se disant, bah, de toute façon, tiens, il faut que je réponde à tel ou tel point, comment je le traite. Donc ça en B2B, le sujet cyber, et alors il monte à une vitesse exponentielle. On voit bien toutes les affaires qui ressortent, plus tout ce qui s'est passé aujourd'hui, pendant la crise du Covid et compagnie. Donc là, maintenant, c'est dans les appels d'offres, encore une fois, c'est un point. Si vous n'avez pas une bonne notation sur la partie cyber, vous pouvez tout à fait éjecter. Et des filières, d'ailleurs, cherchent à s'organiser là-dessus. Hein. On le voit au MEDEF, où il y a, pour aider justement les plus petits acteurs à pouvoir continuer à travailler avec les grands, de dire, OK, on va avoir une gestion de ce sujet cyber sur la filière, mais c'est compliqué, ça se met en œuvre. Et Christian, la cybersécurité, vous l'avez dit, c'est sensible pour toute structure, tout segment d'entreprise. Bon, vous couvrez les PME, les ETI et les grands groupes du CAC 40. Il y a du CAC 40, il y a du SBF 120, 250. La volatilité du cours en bourse peut être hypersensible s'il y avait une rumeur ou de façon effective ou pas de problème de cybersécurité. Oui, non mais bien sûr, c'est-à-dire que je peux vous confirmer qu'il y a les patrons de CAC 40 que je connais, ils ont bien compris le sujet cyber, ils savent ce que c'est. Enfin, ils ne sont pas évidemment dans le day-to-day sur la partie technique, mais ils ont parfaitement compris le point. Bon. On va dire qu'à l'inverse, ça a quand même bougé, quoi. Il y a encore, je sais pas, 18, 24 ou 3-4 ans, j'en sais rien. Quand vous avez un sujet, si vous aviez un problème de cybersécurité, vous étiez jeté à la vindicte populaire et effectivement, l'impact était colossal sur le cours de bourse, d'autant plus si c'était mal géré en termes de communication, etc. Aujourd'hui, là, si vous parlez sur le marché, on va dire financier, autre chose, là aussi, tout le monde a bien intérêt. De toute façon, ça va arriver. Hein. Donc, une boîte ne va pas être jetée au pilori parce que elle vient d'être attaquée, ça veut dire qu'elle a rien fait. Mais non, pas du tout. Même si elle a tout fait, de toute façon, elle sera attaquée. Donc là, l'impact est quand même moins fort. C'est l'impact d'image, si j'ose dire. Après, ce que regardent les stakeholders, si j'ose dire, qu'ils soient financiers, partenaires, enfin, ce qui vous voulez, c'est comment c'est géré, comment l'entreprise arrive à faire sa recovery. Est-ce qu'elle l'a fait un peu, beaucoup, passionnément, etc. C'est ça qui est regardé. L'attaque en tant que telle, aujourd'hui, c'est moins péjoratif, si j'ose dire, parce qu'encore une fois, tout le monde a bien intégré que de toute façon, on est soumis à ce genre de choses. Vous avez vu le CIGREF qui a fait d'ailleurs une communication il y a quelques jours, quelques semaines, visant à alerter les pouvoirs publics, enfin qui sont déjà alertés d'ailleurs, mais à dire il faut qu'on ait des réponses internationales. Donc le fait d'être attaqué n'est plus le sujet. Le fait, c'est comment on gère cette attaque. Bon, vous êtes tous les trois spécialistes, on a aussi des spécialistes autour de la table dans ce studio. Question sensible, donc peut-être qu'on pourrait ne pas avoir de réponse, on comprendrait. En plus, on a des représentants du privé et du public, hein, Pierre-Marie. Qu'est-ce qu'il en est des opérateurs d'importance vitale, les OIV, et des opérateurs de services essentiels, les OSE. Ça touche à la souveraineté du pays. Peuvent-ils communiquer? C'est clairement incompatible, donc c'est la quadrature du cercle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on est OIV, OSE, on ne communique pas, mais on communique en interne auprès des équipes, des partenaires, puisqu'il faut être prêt pour la bataille, le cas où. C'est ça, c'est plus que là, si on parlait d'atout tout à l'heure, plus qu'un atout de communication, c'est presque une obligation pour les OIV ou les OSE, notamment en cas de crise. Alors, pas une obligation de communiquer de manière publique, c'est pas ça, mais c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Marie, je crois. Enfin, essayer de cacher la poussière sous le tapis ou de rien dire, c'est pas forcément une stratégie gagnante. Mais voilà, c'est vrai que pour le cas des OIV et des OSE, c'est un peu plus compliqué et clairement de communiquer là aussi de manière très proactive en amont, c'est peut-être pas forcément la stratégie gagnante. D'accord. Je remarque que c'est la consultante qui a répondu et pas forcément… Je me suis lancée. Non, je peux m'exprimer aussi d'une manière générale pour les OSE, pour les OSE, pour les OIV. Je suppose que c'est une brique de plus, c'est une exigence de plus, mais parmi d'autres en fait. Hein. Et puis effectivement les relations avec davantage d'autorités institutionnelles
effectivement, sont là et complexifient certainement, je m'en doute, la communication. Mais néanmoins, celle-ci, en fait, elle réside dans la préparation. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Qu'on soit OSE, OIV ou autre, acteur public ou acteur privé, de toute façon, tout réside dans la préparation. D'accord. Alors, je précise parce qu'on a plusieurs dizaines d'internautes, on aura le chiffre peut-être tout à l'heure, qui nous regardent et qui nous posent des questions et qui, pour certains, nous posent la question quand est-ce que ma question sera posée. Donc, comme elles sont très intéressantes, on les regarde et puis on les qualifie et on les posera tout à l'heure en fin de webinaire. Est-ce qu'on peut passer maintenant à une deuxième partie qui sont une traduction une illustration par des exemples, sans juger les entreprises? Est-ce que vous auriez des exemples d'entreprises, d'administration? Ça peut couvrir l'État, les collectivités et tout segment d'entreprise, Christian, qui réussissent plutôt bien en termes de cybersécurité et de communication. Alors, de toute façon, je ne pourrais pas citer de société, ça je pense que… On peut anonymiser les réponses. C'est éminemment compréhensible. En termes de… Encore une fois, ça a évolué très fortement durant les dernières années. C'est-à-dire que, je reviens sur ce sujet, initialement, c'était quand vous étiez attaqué, c'était l'opprobre. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous êtes attaqué, c'est comment c'est géré en tant que tel. Ce qui fait qu'on a vu les communications des sociétés évoluer et la réponse des… je sais pas quoi, de l'écosystème, si j'ose dire, et l'appréciation de la réponse de l'écosystème aussi est tout à fait différente. On va prendre le cas relativement récent d'une grande ESN, voilà, tout le monde verra de qui je parle. Ça a été peut-être un peu surprenant parce que justement c'est une très grande entreprise, éminemment respectable, enfin vraiment une société tout à fait de premier plan, spécialisée dans ce sujet, et le fait qu'elle ait été attaquée a amené peut-être à dire, bah tiens, même les entreprises spécialisées sur ce sujet peuvent l'être. Bah oui, même les entreprises spécialisées peuvent l'être d'une manière générale, malgré toute la vigilance qu'on peut y apporter. Et donc la réponse a été assez sobre, si j'ose dire. C'est-à-dire que on est attaqué, on prévient dès le début, voilà. Et là, on a vu, enfin, en externe, il n'y a eu que la communication. Enfin, on a vu que la communication externe. Ce qu'il faut être conscient, c'est que après, en interne, en B2B, si j'ose dire, eh bien, il y a des communications vis-à-vis de ses clients, mais là qui sont privés, c'est-à-dire de responsables RSSI, RSSI ou etc., etc. Bon. Et donc là, les tissus de relations maintenant sont quand même beaucoup plus forts aussi qu'ils n'existaient préalablement. Et il y a des réponses, je ne sais pas si elles sont totalement adaptées. Moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais en tout cas, elles sont meilleures, elles sont plus coordonnées ou elles sont plus comprises qu'elles ne l'étaient préalablement. Donc, il y a vraiment deux aspects. L'aspect, encore une fois, externe, même si dans le cas de cette entreprise, c'est pas non plus une entreprise de B2C, c'est encore un autre sujet des consommateurs finaux. Et puis après, il y a la communication de pair à pair, si je veux dire, en disant voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est un sujet qui est absolument pas terminé. Et donc, pour en discuter aussi, chaque entreprise regarde à chaque fois qu'il y a le problème. Il y a un aspect qui est regardé sur l'aspect technique, bien évidemment, et moi, je n'ai pas la compétence pour m'exprimer sur ce point-là. Et il y a comment dire, un regard qui est porté sur la manière dont la communication est gérée, encore une fois, de manière externe à l'entreprise, enfin, visible, je veux dire, que de la partie juste interne en tant que telle. Donc, c'est une matière qui s'améliore en permanence, qui s'affine en permanence. Voilà. Et le sujet peut-être le plus compliqué, c'est quand on est en B2C, c'est-à-dire vis-à-vis du consommateur final, il y a eu une panne chez un grand revendeur d'articles de sport, là, il y a encore relativement, enfin, il y a un arrêt, etc., il y a peu de temps. Bon, là, c'est encore plus compliqué parce qu'on tombe sur des réactions qui peuvent être des réactions, comment dire, irrationnelles, quoi, si je veux dire. Dans le monde du B2B, on a des choses quand même relativement peut-être dures, bien évidemment, mais rationnelles. Dans le monde du B2C, on peut tomber sur l'irrationnel ou si c'était une attaque, évidemment, avec une volonté de détruire l'image de l'entreprise, qui peut être plus forte. Donc, c'est un sujet très, très complexe qui évolue en permanence et chacun regarde un petit peu à chaque fois qu'il y a un problème comment c'est traité. C'est ça que je trouve intéressant. Pardon, excusez-moi Cyril. Je vous en prie. C'est que je me rends compte que dès qu'on parle de cybersécurité et de communication, tout de suite on parle de communication de crise. On n'aborde pas du tout effectivement la communication comme
comme une communication qu'on pourrait faire au quotidien, et ça fait bien le pendant avec ce qu'on se disait juste avant, c'est que tout de suite, on parle de communication de crise, quoi. C'est ce qu'on associe à chaque fois à ce sujet, comme quoi il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Hein, mais... alors Et il y a quelques exemples pourtant d'entreprises qui font de la com et pour autant on ne les voit pas. Donc il y a toute la période en amont. C'est plus que la préparation, c'est la stratégie. Oui, ça c'est sûr. Il y a toute la préparation à la com de crise, mais il n'empêche qu'à chaque fois on parle de com de crise quand même, quoi. Stéphanie vous dit pas la même chose. Elle parle aussi est-ce que l'entreprise communique entre guillemets positivement en amont d'une éventuelle crise en tant que telle. Ça, c'est compliqué. Donc, comme on l'a dit en introduction, parce que c'est un sujet quand même qui est très touchy et il faut pas du tout. La boîte qui se permettrait d'avoir un propos arrogant sur le sujet, je pense qu'elle est collée au plafond immédiatement. Ça, c'est clair. Et après, il y a un autre aspect. Là-dessus, nous, MEDEF, on est très vigilants. C'est effectivement le tech washing, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça n'a échappé à personne qu'en France, il y a une méfiance qui est beaucoup plus forte d'ailleurs que les autres pays vis-à-vis du progrès technologique de manière générale. Je crois qu'il y a... Alors, à la limite, on le voit sur le vaccin. Je sais pas quoi, les Allemands sont prêts à se faire vacciner à 70%, les Français à 40%. Mais vous avez la même chose sur la 5G, vous avez la même chose sur tout un tas de sujets. Donc, communiquer sur la cyber, dans le principe, maintenant, tout le monde, tous les gens rationnels, etc., l'ont compris, il faut le faire. Par contre, dès que vous le voulez faire en grand public, ça ne peut clairement qu'alimenter les rumeurs, les peurs, les angoisses, et puis pour ceux qui sont technosceptiques, voire pire, encore plus de, vous voyez, c'est dangereux, ça va faire ceci, ça va faire cela. Donc, n'en déduisez pas, je pense qu'il ne faut pas communiquer, mais vous voyez, on a déjà un grand pas à franchir encore en France, on est en retard dans la numérisation du monde de l'entreprise. Donc voilà, faut gérer ça avec beaucoup de doigté, quoi. Général, vous voulez intervenir? Oui, simplement réagir à ce que vient de dire Stéphanie et Christian. C'est un exemple tout simple de communication en amont. Quand on va mettre sur le marché des voitures autonomes. Les voitures autonomes, elles seront hyper connectées, elles vont être en permanence en train d'échanger des données, recevoir des données pour pouvoir s'arrêter, avancer, tourner. Bon, vous croyez que les entreprises vont être simplement se limiter et dire regardez le magnifique design de cette voiture, demain vous ne conduirez pas, vous serez tranquille, vous pourrez faire tout ce que vous voulez à bord de la voiture, pendant ce temps-là elle vous amènera quelque part. Je pense qu'ils vont commencer par dire montez dans cette voiture, moi je vous offre une solution qui est parfaitement sécurisée. Je crois que c'est, je reviens sur ce que je disais en ouverture, c'est expliquer que ce que l'on offre répond aux attentes et aux exigences. Alors évidemment, il y en a qui sont légales, comme les exigences liées au RGPD sur le traitement des données à caractère personnel, mais il y en a peut-être d'autres qui seront, pour le moment, qui ne sont pas encore légales, obligatoires, mais qui le deviendront dans la communication. Alors ça, je crois que c'est très important. Alors sur la communication de crise, je suis assez d'accord avec vous, ce n'est qu'une partie seulement de la communication d'une entreprise par rapport à la problématique de cybersécurité. Moi, je crois qu'en fait, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de schéma à appliquer. Chaque entreprise doit définir ce qu'elle doit faire, comment elle le fait, et avec qui elle le fait, vers qui elle le fait. Et évidemment, quand vous êtes avec un opérateur d'importance vitale ou un opérateur de service essentiel, il est évident que votre communication, elle est quand même un peu bridée, non pas sur la manière avec laquelle vous gérez la crise, mais sur un certain nombre d'informations qui seraient de nature à trahir un secret ou des données ou des éléments qui sont relativement protégés. Mais moi, je crois que là, il y avait une réflexion, c'est une sorte de méthode de raisonnement de communication. Je suis confronté à tel problème, comment j'agis? Moi, je me souviens d'un grand hébergeur français du Nord, donc vous voyez qui je veux dire, qui avait été victime du botnet Mirai. Eh bien, nous avons le président, le responsable, Octave Klaba, qui, dès le départ, régulièrement sur Twitter, disait «
nous avons été attaqués, voilà ce que nous sommes en train de faire, enfin, nous sommes en train de mettre en place un dispositif, et régulièrement, eh bien, en fait, on a considéré que cette cyberattaque avait touché une entreprise mature, une entreprise capable d'appliquer des règles de résilience en cas de cyberattaque. Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on est mature, montrer que quand on est attaqué, on n'explique pas ce qu'on a attaqué et les réseaux qui ont été touchés, les données qui ont été touchées. On explique simplement que la boutique est en ordre de bataille. Elle est en capacité d'agir. Ça, je crois que c'est dans tous les enseignements qu'on a tirés de notre PETIA avec un certain nombre d'entreprises comme Saint-Gobain qui ont été gravement touchées. Eh bien, c'est cette capacité de mettre l'entreprise en ordre de bataille et donc de communiquer dessus et en interne et en externe. Parce que la communication, elle est aussi importante en période de crise vis-à-vis de l'interne parce qu'on a des personnels qui sont complètement déboussolés. Voilà. Bon, c'était juste, pardonnez-moi, une intervention que je voulais faire. Merci, Général. Mais ce qui veut dire que de façon sous-jacente, après une demi-heure de débat, apparaît une question riche qui est qu'au-delà des actions de communication qu'il ne faut pas déployer à bon escient, il faut en amont une stratégie de communication liée à la cybersécurité qui soit pensée, réfléchie. Moi, je voudrais réagir sur ce qu'a dit le général, qui est le cas qu'il a cité est très intéressant, effectivement, qui est la voiture autonome. C'est que on retombe sur la problématique de différenciation entre communication B2B et B2C, d'accord. OVH est une superbe entreprise, mais principalement est quand même B2B, entre guillemets. Enfin, son client direct est assez rarement encore aujourd'hui, peut-être monsieur et madame tout le monde. Enfin, dans cette... Je vais faire le parallèle sur la voiture. En fait, quand on discute avec les constructeurs automobiles, la voiture autonome, la future voiture autonome, niveau 4 ou niveau 5, là, ils disent d'ailleurs que le problème, ça sera pas tant la technologie qui, à un moment donné, sera disponible, mais c'est l'acceptation du public de se dire je suis dans une voiture et je contrôle plus rien et ça se passe comme ça. Et je veux faire le parallèle avec l'avion. Aujourd'hui, techniquement, on peut avoir des avions qui voleraient sans pilote, mais le public, et nous tous d'ailleurs certainement, est-ce qu'on est prêt à monter dans un avion sans pilote? C'est pas encore le cas. Donc, quand vous êtes dans une communication, encore une fois, B2B, face à des gens rationnels qui réfléchissent, etc., non pas qui sont plus intelligents que les autres, mais c'est une approche différente. Quand vous êtes en B2B, et donc vous êtes face à une opinion publique, c'est très compliqué. Les avions, aujourd'hui, théoriquement, pourraient être hackés, finalement. Hein. Je veux dire, quand ils se rebranchent dans les terminaux, quand ils sont sur le parc pour recharger, etc., il y a eu beaucoup de réflexions. Enfin, il y a des travaux très importants là-dessus qui sont faits pour dire pas introduire de virus. Ou après, il y avait eu d'ailleurs à un moment donné, rappelez-vous, je crois il y a 2 ans, un truc qui disait à partir des consoles de jeu, j'arrive à interagir sur les manettes du pilote, ce qui était complètement faux en tant que tel. Mais on imagine bien que sur un sujet comme ça, imaginez que ça se mette dans la tête du public de dire je monte dans un avion qui peut être hacké et qui peut donc machin. Là, pour les compagnies aériennes, alors déjà en ce moment elles sont complètement au tapis, c'est absolument dramatique. Oui, c'est pas la même chose que si Danone dit je suis hacké, mais enfin le yaourt il est pas hacké le yaourt, ça c'est clair. Par contre sur un avion, on est dans un domaine différent. Et encore une fois, on est dans le domaine B2B où là on va tout de suite partir avec les réseaux sociaux et toutes les âneries qui peuvent débuter, les fake news, voire les attaques volontaires, etc. Donc c'est très 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 compliqué. La communication dépend vraiment de votre marché, de votre taille, etc., etc. Alors sur la voiture connectée, je vous invite à regarder bientôt sur les écrans de l'Observatoire du TIC une interview qu'on a menée auprès de Renault sur la cybersécurité et la communication en termes de cybersécurité autour de la voiture connectée, puisque c'est un spécialiste du domaine. Là, on parle d'exemples. Est-ce qu'on aurait, sans du tout juger, mais pour jauger, d'exemples un petit peu inverses, pas des contre-exemples pour autant, on ne juge pas, d'entreprises, Stéphanie, Christian, Pierre-Marie, ou mon général, qui n'auraient peut-être pas réussi dans leur gestion de la communication quant à une crise en cyber risque? Sur les exemples positifs, quand même, il faut se rassurer, il y en a plein qu'on n'a pas cités. Hein. On a toujours tendance à parler des entreprises qui n'ont pas forcément bien assuré au niveau notamment face à une crise d'origine numérique. Il y a plein d'exemples très positifs. Enfin, ces derniers mois, il y a eu Norsk Hydro notamment qui ressort rapidement comme un exemple. Alors certains pourront juger qu'ils ont peut-être trop communiqué, etc. Il n'empêche que leur communication de crise a été primée et qu'on parlait tout à l'heure de cours de bourse qui dévissent.
Effectivement, dans les premiers jours de la crise, leur cours de bourse, clairement, a pris un coup. Mais très rapidement, ils ont réussi, justement, comme l'évoquait le général, à être vraiment, à montrer que l'équipe était à la manœuvre, qu'ils géraient, qu'ils assuraient, etc. Rapidement, le cours de bourse est remonté. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ont réussi à rassurer. Et il y a presque une prime de confiance qui est liée à cette gestion de l'incident. Donc, il y a quand même plein d'exemples positifs. Faut pas voir que les... Mais il y en a quand même... Pardon ? Leur point fort dans leur réaction de communication. Et deuxième question, on a l'impression, en vous écoutant, qu'ils étaient donc préparés en termes de communication. Alors, je sais pas s'ils étaient préparés. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. C'est surtout qu'ils ont été très réactifs. Enfin, ils ont pris les bons ingrédients de la com de crise, quoi. Ils ont été très, très réactifs. Ils ont tenu informés au fil de l'eau, parce que ça, parfois, on le voit aussi, c'est quelque chose qui peut passer dans certaines stratégies de communication de crise, c'est qu'on va communiquer fortement au début, parce qu'en plus, on n'a peut-être pas trop le choix, et puis rapidement, pris par d'autres sujets, ou en espérant justement avoir fait le job une fois, cocher la case et se dire que c'est fait, on va essayer de passer un peu sous le radar. Là, justement, ils ont continué à communiquer dans le temps, à montrer où ils en étaient dans la résolution de l'incident. Ils ont expliqué les engagements qu'ils prenaient pour pas que ça se reproduise, etc. Et puis, ils ont été dans la transparence. Alors, transparence, attention, ça veut pas dire tout dire. Ça, c'est un des gros sujets aussi en com de crise. Être transparent, c'est juste communiquer sur des éléments factuels et établis. Ça veut pas dire qu'on raconte tout ce qui se passe, qu'on dit tout ce qui se fait, notamment parce que c'est peut-être pas la peine de dire aux attaquants où on en est. Et puis qu'on n'a pas besoin de tout dire. Il y a plein de choses qui de l'ordre de l'interne, mais je pense dans ce qui a fait la force de leur communication, je pense qu'il y a ces trois éléments-là notamment, quoi. Après, est-ce qu'ils étaient préparés ? Ce qu'on voit, c'est quand même que les acteurs industriels sont pas toujours préparés sur la partie cyber, c'est certain, mais le sont parfois quand ils sont préparés justement sur des risques, un problème de production, un risque dans leur usine, des problèmes de qualité, où du coup il y a déjà des process qui sont en place. On le voit typiquement quand on travaille dans l'agroalimentaire, pour prendre un autre exemple. Sur le sujet de la cyber, ils y sont pas forcément. En revanche, il y a des réflexes métiers qui sont là. Se constituer en cellule de crise, tout de suite penser à communiquer aux parties prenantes. Ce sont des choses qui sont innées dans le métier parce qu'il y a des rappels produits, parce qu'il y a des contaminations, etc. Donc voilà, parfois on peut transposer aussi certains bons réflexes à la gestion d'une crise cyber. Ce qui veut dire, Stéphanie, Christian, Pierre-Marie et Général, puisque vous êtes aussi spécialistes en gestion de crise de par votre parcours, ce qui veut dire qu'on peut, sans être négatif, mais c'est pour résoudre justement constructivement, on peut ne pas être préparé, pardon du lapsus, on peut ne pas réagir, on peut ne pas bien réagir, on peut réagir en étant trop transparent, en n'étant pas transparent, en se trompant soi-même dans la qualification du problème. Non ? On a des exemples en tête, peut-être, Stéphanie, entreprises dans les médias qui ont peut-être, ça a été la double peine finalement, où on a dit finalement c'est une attaque terroriste. Oui, effectivement, il y a le cas notamment de TV5 Monde. Alors, c'est pas forcément TV5 Monde qui a communiqué sur le fait que c'était une attaque terroriste. Néanmoins, ils ont dû derrière rattraper le coup alors que c'était une attaque cyber. Effectivement, ce qu'on voit sur ce sujet, vous parlez de qualification, c'est que sur la com de crise face à un incident cyber, effectivement, il y a différentes réactions. Bon, il y a ceux qui peut-être sont mieux préparés, qui vont communiquer assez rapidement ou dont c'est le métier. Vous parliez tout à l'heure, Christian, d'une ESN qu'on ne citera pas. Bon, ils ont quand même rapidement communiqué, etc. Il y en a d'autres, effectivement, qui tentent complètement de passer en dessous. Ça, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a toujours un moment, ça ressort. Et là, on le voit notamment par rapport au nouveau mode opératoire des attaquants. On peut être tenté, quand la crise arrive, de pas communiquer. D'autant plus que souvent, on ne sait pas comment l'appeler. On ne sait pas si on doit dire c'est une cyberattaque, c'est un incident majeur, c'est un problème informatique, c'est une indisponibilité du système. Enfin, on le voit, on tourne toujours autour du pot là-dessus. Donc, on peut être souvent tenté, nous, on le voit chez nos clients, de dire, comme on ne sait pas très bien comment parler, on va rien dire, on fait l'autruche. Sauf que là, les attaquants, depuis quelques mois, ont bien compris aussi que tout ce qui était réputation, image, etc., c'était un bon moyen de faire pression sur les entreprises. Donc, soit ils vont faire pression dans les quelques jours qui suivent l'attaque, soit ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps pour l'agglomération d'Aix-Marseille. Effectivement, l'attaque est passée. Bon, ils avaient un petit peu communiqué dessus. Ils avaient indiqué qu'il n'y avait pas de fuite de données. Pas de bol. 6 mois plus tard, les attaquants leakent les données sur certains réseaux. Là, en termes de communication, bonne chance derrière pour rattraper. C'est intéressant. Ça veut dire que les attaquants, leur but, c'est de nuire. Ça passe par une cyberattaque, mais ça peut passer par d'autres biais. Donc, c'est la double peine. Non seulement ils cyberattaquent, mais en plus, ils cyberattaquent en termes de communication après.
Ils mettent en défaut la communication de gestion de crise de l'entreprise attaquée. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi, assez rapidement, quand on est face à une crise, face à une attaque, de voir quel groupe, quel type d'attaque on a en face aussi. Ça va peut-être pouvoir aider pour définir la stratégie de communication qu'on va avoir. Si on est face à des attaquants, effectivement, qui font du chantage à la réputation et aux leaks de données, peut-être que, faut en tenir compte dans la manière dont on va communiquer derrière certains. Là, il y a encore eu un exemple très récent que je trouve très intéressant sur le cas de Campari, qui a été attaqué début novembre, qui a communiqué, qui a indiqué qu'a priori, il pensait ne pas avoir subi de vol de données, sauf que les attaquants, là aussi redoublant d'imagination en ce moment, ont acheté de l'espace publicitaire sur Facebook et ont fait une campagne indiquant qu'en gros, la communication de Campari était mensongère, puisque Campari était tout à fait au courant par les attaquants eux-mêmes que des données avaient été volées. Donc là aussi, c'est clairement la double peine, quoi. Et tout ça, il faut en tenir compte dans la manière dont on va communiquer, parce que je crois que c'est vous, Pierre-Marie, qui disiez tout à l'heure, effectivement, essayer de ne pas parler du tout du sujet, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'en face, on a des attaquants qui l'ont compris, quoi. Ça prouve qu'il faut allier encore plus la communication à la cybersécurité. Depuis 3/4 d'heure, on voit tous les éléments qui concourent dans ce domaine. Mais d'autant plus, CQFD, c'est que même les attaquants, eux, ils le font. Ils allient la communication à la cybersécurité, la contre-communication. Donc, ça fait tout à fait partie des contre-mesures aujourd'hui qu'il est nécessaire de développer et pour lesquelles il faut absolument s'entraîner, se préparer. C'est normal que les équipes de communication ne soient pas forcément intégrées dans les directions de cybersécurité directement, pleinement, mais en tout cas qu'il y ait certainement ce travail, cette préparation amont dans des exercices, par exemple dans des entraînements, où il faut savoir s'exposer pour affirmer un leadership en la matière. Alors attention, le leadership, c'est pas la toute-puissance, hein, c'est pas la saturation de l'espace médiatique, c'est pas le manque d'humilité, bien au contraire, c'est affirmer ses droits, c'est affirmer ses valeurs, c'est affirmer qu'on y travaille. Et voilà. Mais tout ça, encore une fois, ça nécessite beaucoup de préparation et d'entraînement. Dans cette préparation, dans cet entraînement, et je suis désolé parce qu'on continue à parler, comme le disait Stéphanie, finalement de la communication en termes de gestion de crise, il n'y a pas que ça. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de bien qualifier, vous le citiez tout à l'heure, bien qualifier les incidents. Il ne faut pas non plus communiquer, je pense, sur le moindre incident ou dysfonctionnement auquel on fait tous face aujourd'hui. Je pense que c'est important d'avoir des échelles aussi de gravité qui soient comprises à l'intérieur des entreprises, parce que c'est aussi de la communication interne. Et donc, par exemple, on voit qu'au niveau international, si je prends l'exemple avec le domaine nucléaire, il y a l'échelle INES pour la gravité des incidents nucléaires. Ça, par exemple, c'était un outil de communication au début. Ça a été créé parce que c'était un outil de communication pour savoir très rapidement de quoi on est en train de parler. Et je pense que ça, c'est très important pour éviter aussi qu'il y ait un emballement, aussi bien en interne, qui puisse se répercuter sur l'externe. C'est un exemple de ce qui est nécessaire de préparer en entreprise. D'accord. Si vous voulez intervenir, général. Non, je voulais simplement, tout à l'heure, quand vous parliez des exemples, citer un exemple étranger, c'était Target, l'entreprise américaine qui a fait l'objet d'une double peine, si je puis dire, puisque on a attaqué son sous-traitant qui réglait la climatisation pour rentrer dans les caisses, parce qu'il y avait une informatique à plat, il n'y avait aucune cloison entre les systèmes. Et lorsqu'il y a eu l'Assemblée générale des actionnaires, eh bien les patrons ont été virés comme des malpropres, tout simplement, parce qu'on non seulement leur reprochait la cyberattaque, mais on leur reprochait la manière avec laquelle ils l'avaient traité et la manière avec laquelle ils avaient communiqué. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des cas où on peut avoir une double peine. Sur la revendication d'une cyberattaque, je mettrais quand même comment dire, un bémol, si vous me permettez, parce que revendiquer, c'est en quelque sorte s'identifier et donc permettre une attribution. Or, un des objectifs de l'attaquant, c'est justement d'empêcher l'attribution, de faire en sorte qu'on ne remonte jamais jusqu'à lui. Regardez en TV5 Monde, on a des défigurations avec de la propagande Daesh, et en même temps, on a du code, c'est en cyrillique. Alors, aujourd'hui, on sait qui c'est, mais enfin, grosso modo, celui qui attribue, c'est-à-dire le président de la République, qui fait l'attribution politique, c'est qui est à l'origine de TV5 Monde.
Mais vous voyez qu'à l'époque, il y a quand même une communication, au contraire, qui a pour objectif de troubler les esprits. Est-ce que c'est Daesh qui a pris du cyrillique pour faire croire que c'était les Russes? Est-ce que ce sont les Russes qui ont utilisé du défacement Daesh pour faire croire que c'était Daesh? Donc là aussi, la communication de l'adversaire, elle peut être trompeuse à examiner avec beaucoup de précautions. Alors, puisqu'on parle de communication corporate, il y a d'autres exemples aussi, de typologie d'exemples où la communication, là on parle d'exemples de communication subie, où l'entreprise peut ne pas être forcément cyberattaquée, mais elle peut être pénalisée, condamnée par l'État pour ne pas avoir respecté les règles. Par exemple, on parlait notamment, Christian, tout à l'heure de la RGPD. Est-ce que vous avez des exemples? Puisque début du mois de novembre, Marriott et British Airways ont été condamnés respectivement à 18-20 millions de livres chacun pour ne pas avoir respecté les règles en termes de sécurisation des données clients. En termes d'impact de communication commerciale, on en parlait tout à l'heure, et même corporate, c'est lourd, c'est donc très impactant, et c'est lié finalement à un non-respect de règles, de non-état de l'art en termes de cybersécurité. C'est pas pour autant une attaque. Quelque part, il y a autre chose. La RGPD, c'est similaire, c'est proche, on est d'accord, mais c'est encore un autre sujet, si vous voulez. Juste pour plaider quand même la cause des entreprises, moi je suis aussi là un peu pour ça, enfin je pense que tout le monde l'est d'une manière ou d'une autre. Oui, on parle RGPD, cybersécurité, puis il y a le Covid, enfin bon, etc. Donc ça fait un nombre de sujets, si vous voulez, et puis c'est pas des sujets qu'on traite en claquant des doigts. Hein. Le sujet cyber est immensément compliqué, bien évidemment. Le sujet RGPD, je peux vous dire qu'il est pas simple non plus, et pour le voir autant au niveau du MEDEF que dans ma fonction, nous on intervient chez les entreprises sur ce sujet. C'est pour un très grand groupe. Et on s'imagine qu'il y a un seul fichier client et il suffit de régler le sujet. Enfin, les fichiers clients, il y en a 5000 éclatés dans différentes filiales. Enfin, c'est très, très compliqué. Il y a un legacy. Enfin, c'est très complexe. Donc, là, ce que nous disons très souvent, on comprend parfaitement le sujet. Et d'ailleurs, le RGPD est aussi un sujet de souveraineté numérique auquel on est très attaché au niveau du MEDEF, mais ça doit être géré au niveau européen, d'accord? Mais après, dans la mise en œuvre, alors, soit il y a des entreprises qui sont de mauvaise foi et qu'elles soient sanctionnées, dans ce cas-là, tout ça est tout à fait logique. Mais après, dans la mise en œuvre, ça se fait pas un claquement de doigts. Il y a des fois, ça ne peut même pas se faire parce que des systèmes qui sont en fin de vie, les remplacer coûterait plus cher que d'attendre de nouveaux systèmes qui vont être mis en place dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, ce qu'on demande, et pour avoir rencontré plusieurs fois la présidente de la CNIL, c'est une prise en compte de la réalité des choses, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est bien beau d'aller sanctionner l'entreprise, mais essayons de bien voir pourquoi, comment, quelle a été la réalité des choses, etc. Et au passage, d'ailleurs, en France, on a quand même toujours tendance à surtransposer. Hein, ça, c'est le sport national. Donc, la CNIL, enfin, le règlement européen, RGPD européen, dit de faire telle ou telle chose. Et puis, la CNIL, dans sa grande sagesse, dans son infinie sagesse, rajoute des complexités et n'a pas toujours une vision opérationnelle adéquate, on va dire ça de cette manière. Voilà. Donc, là aussi, c'est très complexe et ce que l'on souhaite, nous, MEDEF, c'est toujours d'essayer de prendre les choses de manière pragmatique et d'essayer, autant que faire se peut, de voir la qualité de la réaction de l'entreprise liée à sa taille, à ses moyens, à sa situation. Un chef d'entreprise, il a 50 000 dossiers sur son bureau. Il y en a un dossier qui est cyber, mais il y a à côté, il y a, je sais pas quoi, il y a un dossier RH, il y a un dossier d'une vente stratégique. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'il y a. Donc, aller systématiquement dire vous avez fauté sur tel sujet. Voilà, essayons d'avoir une approche rationnelle, pragmatique et de prendre en compte tous les paramètres. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Christian, parce que nous, on est dans une logique d'innovation. On est en train de dire que justement, la cybersécurité et la communication, ça doit beaucoup plus être conjugué ensemble en termes de gouvernance. C'était sous-jacent dans vos propos. Et vous dites, ce qui est, à mon avis, très intéressant et qui doit tous nous alerter, c'est que finalement, on est plus des champions parfois de la réglementation que de l'innovation. Oui, c'est incontestable. Enfin, il y a de nombreux exemples qu'on peut donner sur la partie surtransposition et on pâtit d'ailleurs accessoirement de genre de choses. Hein, sur le sujet RGPD, alors après, il n'y a pas que le RGPD, il y a le fiscal, le social. Enfin, vous développez un site de vente en ligne en France et vous voulez aller faire la même chose en Allemagne, hein, c'est immensément compliqué parce que les règles sont pas les mêmes. D'ailleurs, les contraintes, y compris sur les RGPD, applications sont pas les mêmes, etc. Donc, on rejoint
le point de dire la numérisation globale de l'économie, de notre vie quotidienne est quand même globalement positive. Il y a des externalités négatives, on ne le nie pas, et d'ailleurs sur le sujet aussi environnemental, bon ça c'est un autre débat, mais il y a l'obsolescence des matériels, les data centers, etc. Mais quand on raisonne de manière pragmatique, on fait la somme des plus et les moins, il y a quand même beaucoup plus de choses positives de manière générale. D'ailleurs aujourd'hui, on voit bien qu'on serait incapable de se passer de la technologie. La meilleure preuve, c'est notre téléconférence en ce moment, hein. Sinon il y aura aucune communication d'une sorte possible. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, je reviens sur le fait que les Français, voilà, un propos très large, eh bien, sont quand même, il y a une partie significative, malheureusement, qui est technosceptique, et donc il faut aussi intégrer à chaque fois cette notion de oui, il faut se prémunir contre les protections des données, on est tout à fait pour là-dessus, la cybersécurité, etc., mais faisons attention à avoir un langage positif, parce qu'on voit l'application Stop Covid, là on travaille avec les autorités en ce moment pour la faire évoluer, enfin, si vous suivez l'actualité, je suppose, mais la CNIL a dit, bah non, on peut pas obliger les Français à l'apprendre. Donc, j'essaie toujours de mettre ça dans un contexte plus large, qui est de dire, il faut avancer. De toute façon, tous les problèmes, on va pas tout régler, c'est impossible. La cybersécurité est un sujet qui va encore complètement évoluer. Enfin, le général parlait tout à l'heure de l'IoT avec raison. Ça va être encore plus complexe. Donc oui, il faut avancer, mais pas aller à reculons ou tomber dans des réactions complètement négatives et dire on arrête tout, on fait rien, on ferme, on jette les téléphones ou quoi que ce soit. Donc, il faut garder une dynamique positive, c'est important. Mais vous avez raison. Donc, tout est une question d'équilibre. Et bien évidemment, il faut mieux privilégier l'innovation à la réglementation. Nous, on n'a pas de GAFA, mais en tout cas, on a de la réglementation. Mais là, de façon sous-jacente, vous parlez de gouvernance. Alors, finalement, dans les entreprises, parce que quand vous parlez de RGPD, Stéphanie, Christian et Pierre-Marie, et général, vous parlez de RGPD. La RGPD, en termes de gouvernance, c'est quoi? C'est la direction juridique qui pourrait être aussi dans une logique de protection. Oui, c'est la direction commerciale qui doit être offensive, parce qu'il faut faire vivre l'entreprise et le pays. Les clients, les actionnaires, le pouvoir d'achat quand même, hein. Tout repose sur l'entreprise. Et c'est aussi la CISO, le Chief Information Security Officer, le directeur de la cybersécurité. Est-ce qu'en termes de gouvernance, ils travaillent ensemble? Est-ce que le directeur de la cybersécurité est éligible au COMEX? Est-ce qu'il y a une logique de travail étroite entre eux? Pierre-Marie, vous avez peut-être votre propre approche. Alors, la fonction cybersécurité, elle est appréhendée jusqu'au COMEX, dans les entreprises, dans la nôtre y compris. Alors, après, certainement avec des niveaux, des intensités différentes. Et pour ce qui concerne la réglementation, effectivement, le département juridique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais effectivement, ça fait partie des autres socles de l'entreprise qu'on doit intégrer dans la cybersécurité. Et notamment parce que, encore une fois, on revient sur ces obligations de communiquer. Et la RATP, par exemple, on y est confronté, ne serait-ce qu'au niveau du RGPD, mais la RATP, c'est pas simplement un opérateur qui fait du métro et qui s'occupe simplement de la ville de Paris, hein. C'est un opérateur qui gère plusieurs modes de transport et qui est présent internationalement, hein, sur l'ensemble du globe. Donc des obligations de communication, on en a en dehors des frontières de l'Union européenne. Et je le vis très concrètement. J'ai moi-même été auditionné par plusieurs autorités organisatrices de transport à l'étranger, hors Union européenne, pas du tout dans un cadre de crise, mais justement pour comprendre la façon dont on était structuré en termes de cybersécurité. Donc c'est quelque chose, enfin, les exigences, elles sont pas que françaises, elles sont pas que européennes. C'est vraiment un développement sur vous vendez votre expertise des services de mobilité, des RATP localisés dans le monde entier. Voilà, exactement, tout à fait. D'accord. Mais est-ce que, vous pouvez ne pas répondre, hein, est-ce que vous participez au COMEX? Alors, je suis amené à intervenir en COMEX, tout à fait. D'accord, c'est un signe très positif. Oui, c'est un signe positif. Je pense qu'on n'aura jamais fini de se développer, de se structurer, de s'améliorer aussi pour s'adapter justement à l'activité de l'entreprise, à sa stratégie de développement économique d'une manière générale. Mais oui, globalement, de toute façon, la fonction cybersécurité, elle est adressée au niveau du commerce. Quand Christian dit dans le pays France, quand même 5e puissance du monde, il y a la réglementation et parfois de façon sous-jacente, il dit ça tue un peu l'innovation. Dans une entreprise, la gouvernance relève du gouvernement de l'entreprise, de la direction. Donc, est-ce que le management est conscient de ces problématiques et fait travailler ensemble à travers le COMEX ou d'autres supports, d'autres outils, le CISO, directeur de la cybersécurité, le DPO,
la direction juridique, la communication, pour ce que soulevait aussi Stéphanie tout à l'heure, préparer en amont, pour ne pas être qu'en aval, en mode subi-réactif, sur des sujets vitaux. Bah, là, c'est intéressant parce que justement, vous disiez la communication, le DPO, etc., ce qui donne encore cette impression de silo qui était assez présente dans les entreprises. Non, mais c'est au contraire, justement, c'est très représentatif. Alors que justement, on est sur des fonctions extrêmement transverses, mais on est encore dans cette logique un peu silo. Et il faut justement que toutes ces fonctions arrivent à travailler ensemble parce que il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, pour le développement de l'entreprise, pour se développer rapidement en toute sécurité, etc., bah, on a besoin de la cyber, on a besoin du juridique, on a besoin de la com. Et en cas de crise, encore plus que jamais, il faut que ces fonctions travaillent ensemble. Mais effectivement, encore faut-il que les communicants arrivent à parler de cyber, ce qui n'est pas forcément évident, et que parfois les équipes techniques ou opérationnelles arrivent aussi à transmettre un message compréhensif ou intelligible ou opérationnel pour les équipes décisionnelles en gestion de crise. Et tout ça, c'est effectivement des choses qui se préparent en amont. Ça ne s'improvise pas de savoir prendre la parole sur de la cyber, ça ne s'improvise pas de savoir communiquer. Et pour les équipes techniques, ça ne s'improvise pas de venir briefer un comité de direction sur ce qui est en train de se passer et sur la résolution de l'incident. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils travaillent de façon croisée, horizontale, ensemble, ou est-ce que c'est en devenir? Mais on pose la question de façon la plus constructive possible. Alors, dans les cas, après, je pense que peut-être Christian ou Pierre-Marie seront plus à même de répondre, mais en tout cas, dans les cas auxquels nous, on est, sur lesquels on est amené à intervenir, ça reste encore pas mal comme ça. Et justement, c'est souvent face à une crise que l'entreprise, ou en tout cas la direction de l'entreprise, réalise ô combien c'est transverse et ô combien il faut que tout le monde travaille de manière collégiale et concertée, quoi. Mais je trouve que c'est encore pas mal comme ça. Mais ça tend à changer. Après, sur la question que vous posiez juste avant aussi, est-ce que les ciseaux sont au COMEX, etc. Ce qu'évoque Pierre-Marie, là, est très intéressant. Il y a cette possibilité de venir intervenir en COMEX, etc. Et c'est un sujet qui est pris au niveau COMEX. C'est quand même pas encore le cas partout. Là aussi, il faut être positif, et ça l'est de plus en plus, mais c'est pas toujours le cas. Et on le voit bien parfois, justement, face à certaines réactions de crise. La réaction première, c'est de dire, c'est un problème de l'informatique, géré de votre côté. Et puis, on se rend assez vite compte, comme je disais, que finalement, c'est très transverse. Mais je trouve qu'il y a encore pas mal ce côté, c'est un peu la patate chaude. Allez, pour l'informatique. Bon. Christian, Pierre-Marie, Général, de toute façon, je pense qu'on est tous convaincus, on est tous des acteurs du changement. Donc, la question, elle est vraiment sur un registre très constructif. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est en devenir? Et j'imagine, Christian Medef, vous y contribuez de par votre expertise et parcours. Oui, si vous voulez, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Stéphanie. Après, si vous voulez, les sujets qui mériteraient d'être transverses dans l'entreprise, on pourrait remplir les armoires avec. À la limite, tout est transverse dans l'entreprise, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après, vous vous heurtez on est tous des êtres humains, des hommes et des femmes. Il y a les organisations, il y a l'histoire, il y a les ambiguïtés ou comment dire, les gens qui travaillent plus ou moins bien les uns avec les autres. Hein. Au final, c'est quand même des êtres humains qui ont chacun leur force et leur faiblesse d'une manière générale. Mais oui, ça évolue. Et ce qui est le plus important, je crois que ça a été dit par tout le monde, c'est d'anticiper. La responsabilité du chef d'entreprise, c'est de dire, attendez, on va tester. On va faire des jeux de rôle, on va essayer avant, voilà. Au moins, ça rentre dans la tête des gens. Les différentes entités sont obligées de se parler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous parliez de la RGPD, c'est vrai que la RGPD très souvent est arrivée dans les entreprises sous un axe juridique, puisque derrière il y avait c'était de la loi, c'était la CNIL ou autre chose, puis il y avait des pénalités financières qui étaient très fortes. Puis à un moment donné, ça a bien dû passer dans les mains des services informatiques, parce qu'au final, c'est quand même dans les services informatiques que ça se joue. Bon. Donc, il y a trouver le bon interlocuteur et la bonne manière de travailler. On va dire l'agilité de l'entreprise, et le mot agilité, en ce moment, il est agilité et rapidité d'exécution. Et là, c'est le rôle, c'est ce qu'on attend du chef d'entreprise ou du COMEX de manière générale, c'est ça, c'est d'aller contre ces rigidités, ces silos. Et encore une fois, moi, je suis pas en train de les dire c'est ridicule, c'est comme ça partout. Il y a des silos partout, hein, dans quelles que soient les organisations humaines, que ce soit des entreprises, des clubs de sport ou tout ce qu'on voudra en tant que tel. Mais le rôle des dirigeants au sens large, c'est ça, c'est dire attention, c'est un point fort, on se prépare, tout le monde est bien conscient de ça, même si vous êtes au marketing ou à la production, que sais-je encore. On fait des jeux de rôle, on essaye de voir comment préparer les choses, préparer la chose dans les têtes et dans
dans les réflexes. Donc oui, ça bouge, tout ça est très mouvant, ne fait qu'accélérer, mais ça, je veux dire, ça va vraiment dans le bon sens. Il y a une prise de conscience évidente du fait même de l'actualité et de ce qu'on peut voir dans certaines boîtes, quoi. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est transverse, bien évidemment, mais que tout est une question de tout l'art est dans l'exécution. Hein, On est bien d'accord, oui, c'est pas juste. Vous savez, le point fort d'une entreprise, moi je dis toujours, c'est pas tant son marché ou comment dire, son produit ou sa manière de vendre le produit, c'est aussi l'organisation. La manière dont l'organisation a été mise en place et puis la manière dont les gens communiquent et dont l'entreprise a su mettre, et c'est un sport excessivement compliqué, personne ne peut donner de leçons là-dessus, arriver à créer la meilleure dynamique collective au sein de l'entreprise, et c'est encore démultiplié quand vous êtes sur différents pays, différentes cultures, différentes langues, etc., etc. Donc c'est des challenges. Dans 99%, le chef d'entreprise, il en est totalement conscient. Maintenant, l'exécution, voilà, c'est pas juste j'ai compris et puis on aligne tout ça et on claque des doigts. Hein, voilà, c'est très complexe. Humainement. Donc, votre réaction se comprend, ça touche, mais vous dites aussi, c'est intéressant, ça touche à de l'humain, bien évidemment. Transition, souvent, les failles relèvent de vulnérabilité humaine. Donc, quelque part, communiquer en amont, c'est vital, on l'a vu, avec vous, Stéphanie et Claire-Marie en général, mais c'est aussi important parce que ça vient justement permettre aussi de sensibiliser. Donc, c'est quelque part une sorte de formation, c'est une communication plus augmentée. Oui, mais vous avez vu l'exemple il y a 3-4 jours de la conf call entre les ministres de la Défense européens qui a été hacké parce que, je sais pas quoi, il y avait une photo qui traînait sur… Oui, c'est des choses qui semblent tout à fait évidentes. Mais voilà, l'être humain est imparfait, on peut le reprocher, mais moi je pense que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs au final, si on tombe dans un sens philosophique presque. Mais oui, bien sûr, il faut de la communication en permanence dans les entreprises sur ces sujets-là. Mais il ne faut pas raisonner, si vous dites je communique uniquement via une population d'IT, bon, ils ont compris, mais imaginez-vous la boîte qui fait de la confiture à Castelnaudary, bon, les opérateurs qui sont sur la chaîne de production, bon, c'est des sujets, pas leur tasse de thé quotidienne, donc la difficulté de communication aussi est forte. Mais oui, il y a un rôle, et ça rejoint ce qu'on disait, d'être en amont, de préparer les cellules de crise, la communication vis-à-vis de tous les acteurs d'entreprise, quels qu'ils soient, pour dire soyez vigilants à ça. Là aussi, ça s'améliore, parce qu'on est tous utilisateurs de la techno à terme privé, on a tous reçu du phishing pour sa banque ou quoi que ce soit, donc ça s'améliore, mais c'est un travail quotidien, et même dans des choses qui peuvent être sembler excessivement bordées avec des gens au fait du sujet, je reviens sur cet exemple de la conférence entre ministres de la Défense, mais on tombe sur un truc qui semble complètement effarant, quoi. D'accord. Est-ce que faut d'autant plus travailler, donc c'est-à-dire que l'entreprise et l'administration doit investir en termes de méthode en amont pour préparer une véritable stratégie de communication? Oui, on peut donner au DIRCOM, au DG qui nous écoutent, aux membres du COMEX, c'est un investissement, on le dit de façon constructive, travailler sur la stratégie de communication de façon transverse avec le directeur de la cybersécurité, le DPO, le directeur juridique, le directeur commercial, le marketing, etc. Oui, c'est un investissement, c'est certain, mais effectivement, vous le disiez, ça concourt aussi à la sensibilisation de l'entreprise, à la réactivité qu'on va avoir face à un incident. Plus on aura communiqué avant, plus on se sera préparé, plus on va être réactif. Et c'est quand même une des clés je ne vais pas dire de réussite, mais c'est en tout cas un très bon levier pour limiter les dégâts que peuvent causer une attaque. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est essentiel. Après, il y a d'excellents exemples aussi de com interne et de sensibilisation qui ont été menés ces derniers mois, qui ont tellement fait parler d'eux que c'est presque devenu de la com externe. Je pense notamment au cas de la Charente-Maritime, le département de la Charente-Maritime, qui a fait une action de sensibilisation dont on a finalement beaucoup parlé en externe, qui a été primée, qui a reçu un prix, etc. Donc, c'est sûr que c'est un investissement, mais d'une certaine manière, ça va, face à une attaque, être moindre par rapport au coût qu'engendrerait sinon l'attaque. Et ça aussi, on le voit, il y a des chefs d'entreprise qui me disent « mais si j'avais su, je me serais préparée parce que ça m'aurait coûté beaucoup moins cher de faire quelques exercices de crise, de former les équipes, etc. » Je ne dis pas que ça ne coûtera rien derrière, mais ça m'aurait quand même coûté beaucoup moins cher que ce que finalement l'attaque me coûte en remédiation, en perte d'image, etc. Donc oui, on peut le voir effectivement comme un investissement. Oui, mais avec un président de conseil général en Charente-Maritime qui est assez sensibilisé, expert, connaisseur
notamment de communication et des réseaux sociaux. Alors justement, transition. L'entreprise doit d'autant plus préparer sa communication que de l'autre côté, il peut y avoir, c'est pas forcément une partie adverse, mais qui peut être exploitée par les attaquants, on l'a vu tout à l'heure, dans l'exemple de Campari, hein. Il y a les réseaux sociaux, où là, pour le coup, ça communique. Et parfois, ça peut partir, ça peut s'embraser avec du fake news, du complotisme, parce qu'on est quand même entré dans une époque où maintenant, il y a une remise en cause de tout ce qui est référent, autorité, que ce soit économique, entreprise, État, service d'idéologie complètement nauséabonde parfois. Donc, la communication doit être d'autant plus réfléchie de la part des entreprises et des organisations, des administrations, que c'est les réseaux sociaux qui peuvent prendre la main de façon parfois complètement incontrôlable, avec tous les dérapages possibles. C'est vrai que déjà, parfois, on apprend la crise par les réseaux sociaux, de plus en plus souvent. Il est certain, enfin après, je laisserai aussi Christian et Pierre-Marie, bien sûr, intervenir sur le sujet, mais d'où l'importance d'avoir une communication bien ficelée, mais effectivement, qui ne parte pas à tort et à travers. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Communiquer, ça ne veut pas dire inonder l'espace médiatique non plus. Et plus on est préparé, plus on va avoir une approche tactique et fine dans la communication pour éviter justement l'embrasement sur les réseaux sociaux. Ne pas occuper du tout le terrain, c'est effectivement laisser la place libre, laisser la chaise vide. Quelqu'un d'autre viendra l'occuper à votre place et raconter tout et n'importe quoi. Alors, on a des dizaines, et merci, de questions d'internautes qui nous suivent. J'ai un problème de vision oculaire pour les voir. Oui, alors il y a une question notamment sur la problématique des fuites de données et de la difficulté que l'on a au départ lorsqu'une attaque survient. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il y a une problématique de communication en situation de sous-information. Comment gérer, en gros, cette rareté de l'information? On a plusieurs questions là-dessus. Sur la qualification et sur les fuites. Non, mais en gros, comment on communique alors même qu'on n'a pas d'infos? Donc, ça veut dire qu'il faut marteler toujours les mêmes messages. Donc, Stéphanie, peut-être une question pour vous sur cette communication en sous-information. Oui, ben ça, effectivement, c'est ce qu'on nous, enfin, c'est ce qui ressort très rapidement quand on accompagne des entreprises ou des collectivités ou quoi en crise. Mais il faut communiquer, mais on n'a rien à dire. Mais ça, effectivement, il y a des techniques pour communiquer quand on n'a pas grand-chose à dire, parce qu'effectivement, au début de la crise, clairement, on ne sait pas ce qui se passe. On va peut-être pouvoir communiquer sur la mobilisation des moyens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais montrer qu'on est mobilisé, montrer qu'on est là et qu'on est au front, plutôt que de ne pas communiquer et donner l'impression qu'on est complètement largué sur la situation. Et c'est ce qu'on voit. Alors peut-être tout à l'heure que M. Faure pourra intervenir sur le sujet, mais les ministères, notamment, enfin le gouvernement, communiquent parfois comme ça face à certains drames ou certaines situations particulièrement délicates que le pays a pu traverser. Très rapidement, il y a un porte-parole qui va s'exprimer. Il ne sait pas plus que nous tous forcément ce qui est en train d'arriver, mais il va communiquer sur qu'est-ce que c'est le plan blanc, on a déclenché le plan blanc, on a mobilisé des moyens, etc. Ça permet de montrer qu'on est là. Et on peut faire la même chose au niveau de l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut rester très factuel, très transparent. On ne va pas aller communiquer ou faire des hypothèses, jamais, jamais, jamais. Mais on communique sur des faits. Et les faits, si on a mobilisé les moyens, des moyens, si on a mis des équipes sur le pont, on peut le dire, ça, ce n'est pas préjudiciable. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Alors, merci Stéphanie. Stéphanie et Guillaume, vous êtes experts. Justement, quand il y a des fuites de données, il y a une obligation en termes de RGPD de communiquer en plus. Donc, c'est d'autant plus complexe. À la CNIL. Stéphanie ou Guillaume, en général, une obligation. Oui, face au RGPD, c'est sûr, là aussi, souvent on nous dit non, mais peut-être qu'on peut ne pas communiquer. Oui, sauf que c'est quand même une obligation si on reprend les articles 33-34 du RGPD. Alors après, c'est toujours pareil, il ne faut pas se tromper. Communiquer, ça ne veut pas dire intervenir sur le plateau du 20h, faire des communiqués de presse, etc. C'est très vite aussi, les entreprises ou les organisations ont l'impression que communiquer, ça veut dire qu'on va s'exposer très largement sur la place publique. Non, ce n'est pas forcément le cas. Et notamment sur le RGPD, on peut communiquer de manière très ciblée aux personnes qui ont été, qui sembleraient avoir été touchées par ce leak, etc. On n'est pas obligé de faire une grande communication publique. Une autre question, peut-être sur l'utilisation du bug bounty pour communiquer en amont. La communication en amont, donc on a vu qu'elle devait être discrète, non arrogante. Et pour être efficace, elle peut notamment cibler la communauté, l'écosystème numérique. Est-ce que le bug bounty est une bonne solution? On va peut-être rappeler le bug bounty, oui. Stéphanie, peut-être.
Oui, si, justement, je me l'étais listé dans les exemples Bug Bounty parce que je trouve ça très intéressant. Là, on voit notamment, ça a été utilisé pour Stop Covid. Alors, notamment, effectivement, pour les gens qui savent ce que c'est, ça a pu rassurer sur la solution qui, pourtant, au début, rencontrait pas forcément un franc succès où tout le monde avait l'impression qu'on allait être fliqué par l'État, etc. Alors que, par contre, ça gêne personne de donner toutes ces données à certains GAFA. Voilà. Donc là, effectivement, le Bug Bounty, en tout cas sur le cas de Stop Covid, ça a été un levier de communication pour rassurer. Mais aujourd'hui, c'est sûr que, c'est ce que vous évoquez là, ça va rassurer ou ça va permettre de communiquer auprès de la communauté, mais auprès du grand public, le Bug Bounty, c'est pas encore forcément très connu, quoi. C'est pas très parlant. Enfin, je crois pas. Moi, c'est sûr, quand je vois une solution qui a été Bug Bounty, je me dis, ah, c'est rassurant, mais je suis pas sûre que ça rassure les gens qui sont pas dans notre secteur. C'est une forme de communication indirecte puisque ça permet, en cas d'attaque, pour le coup, d'avoir une sorte de… des éléments derrière. Voilà, il y a des éléments et puis il y a surtout des gens qui peuvent communiquer à votre place en disant, mais oui, mais l'entreprise a fait un certain nombre d'actions en amont pour préparer la sortie de sa solution, etc., etc. Donc, il y a quand même une forme de communication à deux bandes qui est intéressante, je pense. Oui, tout à fait. Puis c'est une forme de gage, de label quand même. Après, comme on disait, personne n'est infaillible, mais ça montre effectivement qu'on avait mis en œuvre tout ce qu'on pourra, qu'on avait tout mis en œuvre pour faire en sorte d'avoir une solution robuste, etc. Vous êtes conscient qu'au niveau du grand public, l'impact, il est nul. Hein. Conscient de ça. Moi, je vais pouvoir suivre toujours le sujet de l'application Stop Covid. On est tellement irrationnel. Il y a une partie qui est totalement opposée pour des raisons de principe. Après tout, on est en République, en démocratie, on peut respecter, mais qui est vraiment contre et qui utilise des arguments compréhensibles, enfin encore une fois respectables. Il y a une partie qui est vraiment dans l'opposition en racontant n'importe quoi, et puis il y a une grande partie de gens qui n'ont pas vraiment d'idées, mais des fantasmes. Enfin bon, donc là, la communication sur ce genre de sujet, croyez-moi, il faut sortir les rames. Et personne n'a trouvé la bonne réponse. Hein. Après, c'est très culturel. Enfin, il y a tout un tas d'éléments. On a envie d'introduire la rationalité. Ça semble évident, mais c'est pas du tout. Je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas du tout la réponse adéquate. C'est autre chose. Est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, dans vos expériences respectives, qui ont commencé à mettre, alors secteur B2C, pour clarifier les choses, qui ont commencé à valoriser le sujet de la cybersécurité dans leur communication grand public? Enfin, moi, j'ai cru voir quand même dans le métro, notamment parisien, des publicités pour des solutions de type VPN sécurisées, etc. Donc, et quand je vois ces publicités, je me dis que le grand public, a priori, est plus réceptif. Si des marques le font, alors certes pour des produits de sécurité, ça veut quand même dire que le grand public est réceptif. Et donc, est-ce qu'il commence à y avoir des marques qui pourraient avoir un intérêt et qui pourraient vouloir, utiliser la cybersécurité comme un outil de communication, comme un instrument de communication, un message rassurant, etc. Est-ce que c'est déjà arrivé? Il y a un exemple, moi, qui me vient quand on parle de ça. Pour le coup, ils ont été plutôt précurseurs parce que ça date de 2016 ou 2017, je crois, et c'est HP qui avait communiqué justement, qui avait fait même une petite série avec Christian Slater en guest, qui venait justement faire cette mini-série qui venait rassurer et expliquer ô combien leurs produits étaient cyber-sécurisés et qu'en ayant recours à des imprimantes HP, etc., on risquait pas d'être attaqué, contrairement à d'autres solutions présentes sur le marché. Je sais pas si c'est une campagne qui vous parle, mais ça date quand même d'il y a 4-5 ans maintenant, donc ils étaient plutôt en avance sur le sujet. C'est compliqué là-dessus parce que moi je voudrais faire le parallèle avec la sécurité alimentaire par exemple, ça qui est un vrai sujet auquel les consommateurs que nous sommes tous sommes très sensibles. Est-ce que la qualité, je parlais de yaourt de tout à l'heure, ça peut être toute autre chose, est-ce que la chaîne alimentaire et sa sécurité est bien garantie? Là-dessus, les consommateurs sont très attentifs, c'est un point de communication positif, mais ça l'est à partir du moment où le sujet finalement a été identifié dans l'inconscient collectif. Tout le temps qu'il l'est pas vraiment, entre guillemets, si c'est vous le premier qui en parlez, c'est très risqué, quoi. Faut le faire de la bonne manière parce que vous soulevez un lapin, on dit, ah oui, tiens, c'est vrai, il peut y avoir ce risque-là, on l'avait pas identifié. Le jour où le risque, il est
enfin compris et finalement admis d'une certaine manière par l'inconscient collectif, là vous apportez la bonne réponse. Puis en général, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu des contraintes réglementaires normales, enfin des législations qui permettent de faire. Donc sur le sujet de la cybersécurité, modulo ce qui était dit tout à l'heure sur la voiture connectée, hein, qui sera à coup sûr un élément le jour où ça arrivera, c'est pas encore tout de suite. Voilà, les entreprises, ils vont de manière modérée. Moi, c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête. Dans le domaine du B2C, s'entend, parce que B2B, ça serait autre chose, évidemment. Il y a de la communication des entreprises sur cette partie B2B, c'est ce qu'on évoquait, elle est même d'ailleurs obligatoire pour des appels d'offres ou des choses comme ça. Mais en B2C, communiquer sur la cybersécurité, ça veut quand même dire introduire quelque part le biais qu'il y a donc un risque. Donc, bon, j'avoue que j'ai pas d'exemple précis où ça a été mis vraiment en avant de manière forte. Et quand je parle de sécurité, je parle aussi de protection des données, c'est-à-dire que le sujet de la protection des données est sensible. Je pense quand même qu'on va voir arriver rapidement quelques marques qui vont mettre en avant « je protège les données de mes clients ». Oui, ça c'est autre chose. Là, on rejoint le point que la sécurité des données a été mise sur le devant de la scène par le RGPD, dont personne ne parlait. C'est quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans, mais maintenant ça doit être en place, quoi. Donc la réglementation s'imposant, et ça a été repris à plein d'endroits. Et puis il y a eu les exemples de fuite, etc. Donc là, ça a été comment dire, mis sur la place publique, compris par l'inconscient collectif. Et donc là, les entreprises communiquent, parce que c'est obligatoire, et 2, parce que c'est quand même un argument positif vis-à-vis des consommateurs. Oui, c'est clair. Alors, il y a une dernière question là, qui nous est posée sur les investisseurs. Alors, je la cite. Les demandes des investisseurs sont fortes concernant les dispositifs de cybersécurité pour les entreprises cotées, notamment dans le cadre du RSE, de la RSE. Voyez-vous ce phénomène? Y a-t-il des bons élèves dans ce domaine des relations investisseurs sur la cybersécurité? Alors, moi, je pense que la question est pour le MEDEF, si j'ose dire. Donc oui, ça fait partie du point de vue des fonds. Des sujets qui ont été identifiés, parce qu'un fonds, il cherche à voir si l'entreprise est pérenne, son plan de développement, ses capacités d'investissement, enfin tout un tas de sujets. Et dans le RSE au sens large, qui est initialement plus ciblé sur toute la partie d'ailleurs environnementale, comme le nom l'indique, là qui est aujourd'hui très forte, les fonds, si je prends juste mon cas Micropole, nous on est coté, eh bien les fonds nous disent ok, vous devez impérativement nous tenir au courant, etc. Enfin c'est une démarche très sérieuse. Donc sur la cybersécurité, d'ailleurs dans les rapports AMF ou des choses comme ça, on est obligé de présenter ces points. Et donc les fonds le prennent non pas comme une obligation réglementaire, la page 259, on s'en fiche un peu, mais ils ont bien compris que c'était ils sont sensibles au fait, est-ce que l'entreprise a pris réellement le sujet à bras-le-corps? Les entreprises cotées ont mécaniquement déjà une certaine taille et seraient capables, du mieux possible, de répondre à un sujet. Donc oui, c'est un point qui est vu, compris, parce que là aussi, on est dans la relation, on va dire, rationnelle, B2B, etc. Donc, c'est effectivement un sujet que les fonds ont intégré. Autre question peut-être sur les ransomware, donc qui soulèvent des difficultés de communication bien particulières. Il y a malheureusement un certain nombre d'exemples récents qui montrent que c'est pas simple. Qui veut répondre sur les particularités de la gestion de crise, de la communication de crise en matière de ransomware? Effectivement, là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, malheureusement, il n'y a pas de stratégie toute faite, il n'y a pas de réponse toute faite. Il va falloir à chaque fois adapter la communication au cas, au type d'attaque, etc. Après, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, on a déjà du mal à se dire, est-ce qu'on explique qu'on subit une cyberattaque ou est-ce qu'on parle d'un incident informatique? Alors effectivement, dire qu'on fait l'objet d'une demande de rançon, c'est encore plus compliqué parfois à accepter pour les entreprises. Mais c'est ce qu'on a évoqué plusieurs fois depuis le début de notre tour de table, c'est que aujourd'hui, de subir une attaque et de subir une demande de rançon, si on pousse le sujet un peu plus loin, c'est plus vraiment ça qui va choquer l'opinion publique, c'est de ne pas savoir gérer. Donc après, tactiquement, est-ce qu'on dit, pour moi c'est plus ça, c'est vraiment une question de tactique de communication. Est-ce qu'on dit qu'on subit un ransomware ou pas? Mais en soi, il n'y a pas de honte à le dire. Après, par contre, la question que ça pose derrière, c'est est-ce qu'on paye la rançon? Est-ce qu'on le dit? On pense encore parfois qu'on peut payer la rançon et faire en sorte que ça ne se sache jamais. Je parlais tout à l'heure des nouveaux modes opératoires des attaquants. Là aussi, c'est prendre un risque. Se dire que si on paye, ça ne se saura jamais. Voilà. Tous les exemples montrent l'inverse, a priori, que quand on paye, en général, il y a toujours des soupçons sur le fait que vous avez payé.
Mais tout ça, je trouve qu'en termes de communication de crise, à partir du moment où c'est réfléchi et où c'est assumé, bah derrière, on est plutôt… Enfin voilà, après, on est, comme on disait, dans la transparence, dans quelque chose de réfléchi, une fois de plus. Le problème, c'est quand on subit et quand on est en permanence dépassé par sa communication et que du coup, on est tout le temps réactif. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que du coup, on va passer son temps à se justifier, là où en prenant le leadership, comme l'évoquait tout à l'heure Pierre-Marie, bah, on va pouvoir être un peu plus en maîtrise. Je ne dis pas qu'on va maîtriser complètement, mais on va l'être un peu plus. Pierre-Marie, Christian, Stéphanie, merci. Dans le studio, il y a le général Vatin Augoire, il y a Amélie Rive, il y a Guillaume Tissier, il y a notre grand témoin, on remercie de sa présence, Sylvain Faure. Vous êtes présent ici à plusieurs titres. Vous êtes associé de Avisa Partners, société d'intelligence économique, actionnaire du FIC. Vous êtes spécialiste, on veut dire, de communication. Vous avez été conseiller pendant plusieurs années auprès du président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée. Vous avez forcément aussi géré de la communication, mais de la communication de crise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre propre vécu personnel parce que vous étiez dans l'équipe pour la partie communication de la campagne présidentielle de 2017, où c'était une première campagne en France, où il y a eu du piratage, de la cybersécurité qui a été mise en risque, avec, je crois, des hackers russes, deux groupes de hackers russes qui ont piraté vos systèmes d'information. Comment vous avez vécu cela, si on se place 3 ans en arrière? Un peu avec panique, pour être honnête. En fait, ce qui est d'abord, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Je pense que c'est extrêmement riche, mais je crois que quand on parle de cybersécurité ou de cyberattaque dans le domaine politique, c'est à mon avis un très bon laboratoire. Évidemment, on n'a pas très envie d'être dans ce laboratoire quand ça se produit, mais néanmoins, il y a, à mon avis, une leçon à en retirer et ça répond à votre question. Pourquoi est-ce que des cyberattaques se produisent dans une campagne politique ? Après tout, on peut se poser la question, ça s'est produit dans les campagnes américaines, ça ne s'était en effet pas produit en France. Pourquoi est-ce que ça se produit dans une campagne politique? Les données que possèdent les mouvements politiques ou les partis politiques ne sont pas d'une sensibilité extrême. Évidemment, c'est pas parce que vous avez votre nom ou votre adresse mail dans une base de données d'un parti politique que vous êtes soupçonné de je ne sais quoi. Il n'y a pas de données sensibles financières. En tout cas, chez En Marche, il n'y en avait pas puisque l'adhésion était gratuite. Donc, on ne demandait jamais ni de coordonnées bancaires, ni de numéro de carte de crédit, ni rien. Nous, on ne vend pas de produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret de fabrication, il n'y a pas de R&D, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vise quand on attaque de façon cyber une campagne politique? Évidemment, on cherche à créer une brèche de confiance. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, c'est ce qui rapproche le monde politique du monde de l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de crise de l'autorité. Ce qu'on cherche quand on attaque une campagne politique et quand on est un hacker dans ce domaine-là, c'est à créer une crise de confiance, c'est-à-dire à aller chercher dans le ventre de la campagne des éléments qui, bien utilisés, bien détournés, bien manipulés, vont semer le doute chez, évidemment, non pas les clients, mais les électeurs, et feront montrer d'une certaine manière l'envers du décor pour dire, voilà, vous voyez, ces gens-là qui vous présentent une image, qui ont une communication, qui travaillent à vous inspirer confiance, ne méritent pas cette confiance. Et en fait, évidemment, à ce moment-là, quand je dis que c'était un peu en panique, c'est qu'on se dit qu'on se sent évidemment digne de la confiance qu'on demande aux électeurs, mais on se dit, est-ce qu'il y a dans ce qu'on a dit, dans les données qui nous ont été volées, des éléments qui, bien utilisés ou bien manipulés, peuvent en réalité supprimer cette confiance? Et c'est là le problème, c'est que je pense qu'en fait, là, c'est là que se pose le problème de la communication sur les cyberattaques. C'est-à-dire que, et ça rejoint un peu le dilemme qu'on a vu, un peu cornélien, qu'on a vu depuis le début de cette séance, c'est trop communiquer, c'est-à-dire communiquer trop proactivement. Les gens vont aussi se mettre à paniquer en se disant, mais en fait, ils ont l'air de pas être très sûrs de leur coup, peut-être qu'ils surcommuniquent précisément parce qu'ils se disent que on va avoir des révélations qui vont les mettre en difficulté. Sous-communiquer, c'est exactement la même chose. Et on se dit, alors ils sont victimes d'une attaque, c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel et d'un peu déplaisant. Et en même temps, ils semblent le prendre à la légère, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a fait 2 choses. D'abord, on a, pendant la nuit, analysé les données qui nous avaient été volées. C'est-à-dire qu'on a qualifié les données volées et on a parcouru rapidement, enfin pendant quelques heures, et je vous rappelle que c'était pas très loin du second tour, donc on n'avait pas beaucoup de temps, puisque c'était le soir avant la trêve
du deuxième tour, c'est-à-dire le vendredi. Et le samedi, on ne peut pas communiquer. Donc, on était dans un timing de communication particulièrement serré. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on nous a volé? Qu'est-ce qu'on nous a pris? Et donc, on a descendu les contenus et on s'est rendu compte que c'était des contenus, en effet, inoffensifs, c'était des échanges de mails et que, bon, évidemment, il y avait des blagues d'un goût qu'on peut apprécier plus ou moins, mais néanmoins, il n'y avait pas de données particulièrement difficiles. Il n'y avait rien, il y avait des données, notamment, il y avait toute la boîte mail du trésorier de la campagne. Enfin, sur les aspects financiers, on nous avait volé des fichiers de donateurs, etc., etc. Bon, c'est pas, ça pose problème, j'y reviendrai, mais il n'y avait rien de problématique fondamentalement en termes de confiance. Ensuite, on a évidemment essayé de réparer ça, de réparer nos systèmes pour que tout ça redémarre le plus vite possible. Et puis, enfin, on a communiqué. Alors, on a communiqué comment? On a communiqué vis-à-vis des électeurs, évidemment, en disant qu'on avait été victime d'une cyberattaque, qu'on traitait ça, que c'était un phénomène évidemment exceptionnel, mais évidemment très révélateur aussi d'un climat de campagne et d'un climat politique qu'on avait vu d'une manière générale se dégrader, et en particulier parce qu'il y avait eu un précédent, je vous le rappelle, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'était au débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quand Marine Le Pen avait fait allusion au fait que le candidat Macron avait ou aurait, ou que se passerait-il si on découvrait qu'il avait un compte en banque aux Bahamas, chose qui a donné lieu dans l'heure qui suivait le débat de l'entre-deux tours, en fait, à une campagne sur Internet avec un faux document attestant que Emmanuel Macron aurait un compte aux Bahamas. Donc là, il y avait déjà eu une première vague qui n'était pas une cyberattaque, mais qui était une campagne digitale de diffamation et de dénigrement. Et donc, nous, on a fait levier sur ce premier épisode pour expliquer le deuxième. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on a communiqué vis-à-vis de nos donateurs en interne en disant il est possible que votre identité apparaisse comme ayant été donateur de la campagne et d'une certaine manière, il faut en faire votre deuil. Mais si on leur avait rien dit, si on les avait pas prévenus, ils auraient légitimement pu nous en vouloir. Donc, on n'a pas, je dirais, soigné l'éventuel problème que ça pourrait poser pour eux, mais néanmoins, on a fait un travail d'information. Et dernier aspect de ce qu'on a fait, on a lancé un appel à la responsabilité auprès des médias. Puisqu'on était juste avant la période de silence avant le deuxième tour, on a demandé aux médias de prendre avec beaucoup de précautions les données qui pourraient leur être adressées dans le cadre de cette cyberattaque. Et je pense qu'en fait, et c'est pas du tout pour dire qu'on a qu'on a pris les bonnes décisions à ce moment-là, mais en fait, c'est assez caractéristique probablement de choses qu'on peut faire dans le cas d'une cyberattaque quand il s'agit de communiquer. Les donateurs, c'est à la fois, c'est un peu vos clients, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est aussi un peu de la communication interne. Et donc, je pense qu'en fait, et c'est là je rejoins beaucoup ce qui a été dit, il y a un moment où la confiance, c'est aussi quand on est factuel. C'est-à-dire que quand on cherche à doser la communication, ça je pense que c'est extrêmement important de se dire qu'en fait, quand on est cyberattaqué, il faut évaluer les dommages, mais il faut aussi, d'une certaine manière, adapter la communication au niveau de dommage. Et c'est là que je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il me semble que dans une cyberattaque, pour communiquer de façon adaptée, il faut avoir la typologie des cyberattaques. C'est-à-dire qu'une cyberattaque ne ressemble pas toujours à une autre. Donc, il faut savoir le niveau de dégâts qu'on subit. Ça, c'est très important. De ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, en comparant ça avec les incidents nucléaires, me paraît extrêmement pertinent. Il faut qu'on soit capable de qualifier le niveau de dommage causé par une cyberattaque. Et ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, il faut qu'on soit capable aussi de mesurer l'intention de cette cyberattaque. C'est pas la même chose si c'est une rançon, c'est pas la même chose si c'est un leaking, c'est pas la même chose si c'est de l'espionnage, etc., etc. Et donc, à partir de là, je pense qu'en effet, quand on prépare, nous, on n'était pas du tout préparés pour vous le dire, mais en fait, en y réfléchissant, je pense que évaluer les dommages et qualifier, au fond, l'intention de la cyberattaque, c'est fondamental pour engendrer une communication qui soit factuelle, c'est-à-dire qui soit basée sur une estimation que l'entreprise fait, ou en l'occurrence c'était un mouvement politique, que l'équipe de campagne faisait, en tout cas l'estimation de la gravité du sujet. Parce qu'en fait, il y a des cyberattaques graves et des cyberattaques pas graves. Il y a des cyberattaques qui sont conçues comme un coup fatal à l'entreprise. C'est-à-dire il y a des cyberattaques qui sont faites pour vous tuer, en fait, et il y a des cyberattaques qui sont faites juste pour vous abîmer ou pour vous soutirer de l'argent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'en interne dans l'entreprise, tout le monde soit parfaitement conscient qu'il y a une gradation dans le dommage, et il y a une gradation dans les conséquences. Pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. D'abord parce qu'en interne, ça évite de paniquer.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir un schéma qui évite aux gens de stresser. C'est-à-dire que c'est toujours pareil en situation de crise, mais là, la cyberattaque ayant une dimension un peu plus, disons, nouvelle et un peu plus énigmatique qu'un mauvais article dans la presse ou un produit avarié qu'on a malheureusement mis en rayon, c'est plus mystérieux, c'est plus difficile, c'est plus ésotérique pour beaucoup de gens qui ont des responsabilités dans l'entreprise à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, il faut qu'on soit capable de construire un discours sur le niveau de gravité du sujet. Et deuxièmement, il faut qu'on soit capable d'anticiper les conséquences. Je prends un simple exemple, et j'en finirai là, mais si vous constatez que des données sensibles ont été volées et que ces données vont être diffusées, soit sur les réseaux sociaux, soit dans une presse complaisante, soit sur Internet, etc., il faut quand même être capable, à ce moment-là, très rapidement, de concevoir une contre-attaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer sur quelque chose de, comment dirais-je, de générique. Il faut aller très vite spécifier le dommage. Et c'est là, je pense, que se joue la communication. Et encore une fois, au cœur de ça, il y a la confiance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour baratiner vos contreparties, vos stakeholders, sur c'est bien, c'est pas bien, mais on ne voulait pas faire ça, etc. Vous allez être mis face à une réalité. Je vous donne juste une chose très simple. Dans la campagne, il y avait des gens, comme vous le savez, très jeunes, dont la boîte mail a été intégralement leakée sur Internet et qui, aujourd'hui encore, est sur le site Wikileaks. Et il y a l'intégralité de leur boîte mail personnelle, avec leur vie dedans, leurs amours, leurs histoires de famille, leurs sujets professionnels, leurs amis, etc. Vous imaginez bien que ça n'est pas transformable en communication. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, bah oui, quand il dit du mal d'un tel ou quand il largue sa copine par mail, etc., c'est formidable, parce qu'en fait, on ne peut pas le contextualiser. Donc, c'est une communication différente. On ne peut pas faire du storytelling sur ce qui est pris par une cyberattaque. Et c'est ça, je crois, la grande problématique de la cyberattaque, c'est que ça vous met face à vous-même. Et vous n'avez pas, en fait, l'espèce de cran de sûreté qui consisterait à dire, mais en fait, je vais pouvoir minimiser, ou je vais pouvoir enjoliver, ou je vais pouvoir contourner l'obstacle d'une manière ou d'une autre, parce que là, vous êtes dans le dur de ce que vous êtes ou de ce que vous avez fait. Et vous êtes dans le dur de votre réputation, vous êtes dans le dur de la vie de vos clients, vous êtes dans le dur de ce que vos employés ou vos salariés savent ou pensent de l'entreprise. Et donc, c'est une communication extrêmement, c'est pour ça que je le redis, de confiance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être capable d'affronter de façon très simple et très factuelle des éléments qui peut-être ne vont pas vous plaire et qui peut-être ne vont pas plaire à vos contreparties. Et c'est là que le collectif est essentiel, et j'en finirai là. Je pense que le collectif est essentiel, on l'a dit beaucoup, pour préparer évidemment cette communication qui souvent en effet est une communication de crise. Mais je crois que le collectif est encore plus essentiel, et ça c'est vraiment la leçon que j'ai retirée de la campagne. Le collectif est essentiel parce que c'est un moment très dur. C'est un moment en réalité de révélation de choses que vous ne vouliez pas révéler, même si ce n'est pas forcément critique. C'est un moment où vous êtes mis face à vous-même. C'est un moment, moi je vous donne un exemple, il y a une boîte mail qui a été hackée dans l'équipe de campagne, où on voyait bien que la personne qui avait cette boîte mail avait parfois des propos un peu légers, etc. Mais ce qui a beaucoup joué à ce moment-là, c'est la solidarité de l'équipe. C'est-à-dire le fait que personne n'est mis en cause, que personne, dans une crise comme celle-là, à personne, on va dire, mais voilà, tu as raconté des conneries, c'est à cause de toi que tout ça se produit, ou bien c'est parce que tu as mal maîtrisé ta communication, tu as mal protégé tes données, etc. Je pense que là, c'est vraiment toute l'entreprise qui est embarquée, et qu'au-delà des process, au-delà de la question même de comment on traite, comment on communique, il y a vraiment une question que les comités exécutifs doivent comprendre, et qu'on n'est plus dans les silos, qu'on n'est pas chacun dans son coin en attendant que ça se passe. Tout le monde est à bord, en fait. Et c'est un peu la différence entre une communication de crise qui serait une espèce de lien entre le patron de la business unit et puis le directeur de la communication, la directrice de la communication. On est vraiment sur un enjeu qui embarque la totalité de l'entreprise. Et donc, il faut que dans la préparation de ces crises-là, on soit très attentif à la dimension collective. La cyberattaque, c'est très dur, ça concerne toute l'entreprise, ça concerne tout le monde, et ça embarque la confiance que vos clients ont en vous, mais aussi la confiance que vous avez les uns vis-à-vis des autres au sein de la même entreprise. Et ça, je pense que c'est la partie la plus éprouvante probablement de ce genre de crise. D'accord. Méthode, qualification, anticipation, communication ciblée, solidarité. Solidarité, c'est très important. Et travail collectif. Absolument. Et ça touche, vous l'avez dit, à la valeur la plus forte d'une entreprise ou d'une organisation, immatérielle. Quand elle est abîmée, elle est dure à la confiance. Exactement.
Donc ça, c'est un conseil que vous donneriez aux managers? Oui, moi je crois que dans les exercices de crise, en l'occurrence sur les questions de cybersécurité, la dimension comment est-ce qu'on maintient le collectif et la solidarité du collectif est une dimension un peu intangible, moins facile à caractériser qu'un process, mais je crois que c'est quelque chose de psychologique auquel les COMEX doivent aussi se préparer. Merci Sylvain Faure. Général, vous voulez... Écoutez, je voudrais remercier les 4 intervenants qui ont été passionnants dans leur contribution et qui ont vraiment répondu, je crois, aux questions que nous nous posions. Je remercie Amélie et Guillaume, l'équipe FIC, et puis bien sûr Cyril Bélanger. Nous étions partis sur la communication à tout, et puis finalement on est arrivé un peu sur la communication de crise, et en soulignant un mot très important, celui de la confiance. Et je crois que finalement ce mot de confiance est important dans toute la communication, y compris en amont, parce qu'il y a un mot qui a été prononcé pendant les échanges, c'était le mot de l'acceptation sociale, l'acceptabilité sociale. Or, quand on fait une offre de solution, une offre de produit, eh bien, c'est souvent avec des technologies qui peuvent être un peu intrusives, un peu compliquées et difficiles à percevoir dans leurs applications. Et que s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, s'il n'y a pas une communication justement sur le produit en montrant que la cybersécurité, qui est un de ses composants, ne pose pas de problème à la personne, à l'usager, au client, eh bien, je pense que cette confiance ne s'établit pas. Alors, moi, je suis très frappé de voir comment Stop Covid a été un bide et Tous Anti-Covid va dépasser 10 millions de personnes abonnées. C'est qu'entre les deux, il y a sans doute eu un discours différent, une recherche d'acceptabilité sociale. On aura le même problème sur la 5G, on a le même problème sur d'autres offres de services qui comprennent des éléments de cybersécurité. Et donc, cette communication, je crois, qui doit reposer sur la confiance est essentielle. Voilà, mes chers amis, encore une fois, merci à l'équipe 8. Nous nous retrouverons en décembre à une date qui n'est pas encore fixée. Et puis, sur un sujet que nous vous préciserons prochainement dans nos envois. Je vous rappelle que le 9 décembre, nous aurons l'Agora qui va porter sur la régulation, la co-régulation de l'espace numérique. On voit bien ce que signifie cette co-régulation quand on lit le discours de l'UNESCO le 12 novembre 2018, l'appel de Paris, mais on en regardera aussi avec beaucoup d'intérêt le discours de Jacques Chirac en 2000, et comme je l'ai mis sur Twitter, avec des mots-clés tout à fait extraordinaires en 2000, la nette entreprise, l'économie, comment dirais-je, la dématérialisation, enfin bref, des mots qu'on a l'impression d'avoir écoutés hier. Et donc cette analyse du discours de Jacques Chirac montrera, je pense, comment dès 2000 on pouvait penser à cette co-régulation, à l'espoir d'une e-Europe, comme il le dit dans son discours, mais qu'en 20 ans, il y a peut-être eu des périodes où on a traîné les pieds, que ce soit en France ou en Europe. Mais heureusement, aujourd'hui, nous savons que cette transformation numérique est prise en compte par tout le monde, du haut en bas, et donc ça sera le sujet de notre Agora du 9 décembre. Donc merci. Avec acteurs publics. Avec acteurs publics qui viendra nous accompagner et animer cette session. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. De toute façon, vous recevrez l'invitation avec le lien. 9 décembre, prochain rendez-vous de toute l'équipe FIC qui vous souhaite une bonne journée et puis surtout de bien vous porter et de bien respecter les distanciations sociales. Bon, je vais remettre bien sûr mon masque pour bien souligner mon respect des règles, mais l'essentiel c'est qu'on se retrouve tous et toutes en bonne santé, en tout cas au FIC le 6, 7, 8 avril prochain, et ça sera pour nous vraiment l'heure des retrouvailles. Voilà. Merci. Chers amis, à très bientôt. Stéphanie Ledoux, Christian Poyot, Marie-Laure, merci. Sylvain, merci d'avoir été sous témoin. Et merci à vous étiez plus des dizaines d'internautes, et ce sera bientôt accessible en replay dans ce webinaire. Merci, à très bientôt.